Les mains de Caleb Dawson tremblaient. Il serrait sa fille de 7 ans contre sa poitrine. Les larmes de Lily trempaient sa chemise de coton usé. Pendant ce temps, 3 femmes en robe de soie se moquaient d'eux derrière le comptoir. Le tissu qu'elle avait touché, juste effleuré, gisait froissé sur le sol. C'est là qu'elle l'avait jeté. « Papa, » murmura Lily, « je suis désolée, je voulais juste le toucher. » Il ne pouvait ni parler, ni bouger. Sa petite fille, son monde entier, s'excusait d'avoir osé rêver. Puis la porte s'est ouverte et tout a changé. Abonnez-vous à notre chaîne pour de nouvelles histoires émouvantes chaque jour. Suivez cette histoire jusqu'à la fin et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. Je veux voir jusqu'où notre histoire voyage. L'été de 1878 s'abattit sur Sunset Ridge, au Texas. C'était comme une punition divine. Caleb Dawson essuya la sueur de son front et baissa les yeux vers sa fille. Lily était assise à côté de lui sur le siège du chariot. Ses petites mains serraient une poupée de chiffon. Elle était si usée que ses yeux en bouton avaient été remplacés 2 fois. C'était sa mère qui avait fabriqué cette poupée. 4 ans avaient passé, mais les coutures de Mary tenaient toujours. « Papa, on est bientôt arrivé? »« Presque, ma chérie. » La ville apparut à travers le scintillement de la chaleur, tel un mirage. Caleb avait évité Sunset Ridge pendant des mois. Pour tout ce dont ils avaient besoin, il avait trouvé des moyens de se fournir ailleurs. Mais pas pour ça. Pas pour ce dont Lily avait besoin pour le pique-nique de l'église, dimanche prochain. « Souviens-toi de ce que je t'ai dit, » dit-il doucement. « On entre, on prend le tissu et on repart. Ne touche à rien, sauf si je te le dis. »« Oui, papa. » Il entendit la déception dans sa voix. À 7 ans, Lily comprenait plus de choses qu'une enfant ne le devrait. Elle comprenait que leurs vêtements étaient rapiécés. Elle comprenait que les autres enfants chuchotaient. Elle comprenait que son père travaillait du lever au coucher du soleil et que malgré tout, il ne pouvait pas lui offrir ce que les autres filles avaient. Ce qu'elle ne comprenait pas et ce que Caleb priait pour qu'elle ne comprenne jamais, c'était la honte. « Lily. » Il arrêta le chariot devant le magasin général de Hartley. « Il faut que tu saches quelque chose. » Elle leva vers lui ses yeux bleus, les mêmes que ceux de sa mère. « Tu es la meilleure chose dans ma vie. Rien dans ce magasin n'a plus de valeur que toi. Tu t'en souviens? »« Je sais, papa. » Il descendit et la souleva du siège. Sa robe, faite de sacs de farine soigneusement cousus par ses propres mains maladroites, flottait sur sa silhouette menue. Elle avait encore grandi. C'est ce que font les enfants. Ils grandissent et ils ont besoin de choses. Et le monde se fichait de savoir si leurs pères en avaient les moyens. La cloche au-dessus de la porte annonça leur arrivée. Le magasin général de Hartley était le plus bel établissement de Sunset Ridge. Des vitrines en verre exposaient des bijoux. Les étagères contenaient des conserves venues de l'Est. Et le long du mur du fond, il y avait des rouleaux de tissu, des couleurs dont Caleb avait presque oublié l'existence. Lily retint son souffle. « Oh, papa, regarde. » Il le vit aussi. Un coton jaune pâle de la couleur du soleil d'été. C'était de la couleur que Mary aimait. « C'est joli, » dit-il. « Très joli. »« Bonjour. » La voix venait de derrière le comptoir. Prudence Hartley se tenait là, ses cheveux argentés épinglés sous un chapeau coûteux. À côté d'elle se tenait Viola Whitfield, la femme du maire, et la vieille Constance Piton, la veuve dont le défunt mari avait possédé la moitié de la ville. 3 femmes, 3 pères Dieu le jugeant des bottes au chapeau. « Bonjour, madame, » dit Caleb. « Je cherche à acheter du tissu. » Le sourcil de Prudence se haussa. « Du tissu? »« Oui, madame, pour une robe pour ma fille. » Lily se serra contre sa jambe, soudainement timide. Ses doigts se trouvèrent dans sa main et la serrèrent fort. « Je vois. » Prudence échangea un regard avec ses compagnes. « Et à quel genre de tissu pensiez-vous? »« Du coton ira très bien. Quelque chose pour l'été. »« Nos cotons sont importés. Monsieur Dawson, Caleb Dawson. »« Monsieur Dawson, » dit-elle, son nom semblant avoir un goût amer. « Nos cotons viennent de Charleston et d'Atlanta. Ils sont assez chers. »« J'ai de l'argent. » Il le dit sèchement, sans agressivité, juste un fait. Viola Whitfield couvrit sa bouche. Constance Piton émit un son entre une toux et un rire. « J'en suis sûr, » dit Prudence. « Peut-être seriez-vous plus à l'aise au comptoir commercial. Ils ont des marchandises plus simples. » Caleb sentit la main de Lily se resserrer. Il baissa les yeux et la vit fixer le tissu jaune,
ses yeux pleins d'un désir qui lui brisa le cœur. Le coton jaune, dit-il. Combien pour 3 mètres? 3 mètres du coton de Charleston coûterait 4,50 $. Il avait 5 $ en poche. Tout ce qu'il avait économisé pendant 2 mois. Je le prends. Prudence ne bougea pas. Monsieur Dawson, je ne pense pas que vous compreniez. C'est un tissu de qualité. Il est destiné... Elle marqua une pause, ses yeux parcourant la robe en sac de farine de Lily. À des gens qui l'apprécieront. Ma fille l'appréciera très bien. Vraiment? Constance Peton s'avança, sa robe de deuil noir bruissant. L'appréciera-t-elle quand elle sera ruinée en une semaine? Les enfants de certains milieux, ils ne savent pas comment prendre soin des belles choses. La mâchoire de Caleb se crispa. Madame, j'apprécierais que vous ne parliez pas de ma fille de cette façon. Je ne fais qu'énoncer des faits. Constance regarda Lily avec un air proche du dégoût. Regardez-la, habillée en sac de farine. Elle n'a probablement pas pris un vrai bain depuis. Elle se lave tous les samedis, qu'elle en ait besoin ou non. La voix de Caleb devint glaciale. Et tous les jours de la semaine, si elle a beaucoup joué, elle est plus propre que la plupart des adultes que je connais. Viola Whitfield halta. Le visage de Prudence devint rouge. Comment osez-vous? Comment j'ose? Quoi? Défendre mon enfant? Caleb fit un pas en avant. Je suis entré ici avec de l'argent en poche, demandant à faire un achat. C'est tout. Je n'ai pas demandé d'opinion sur ma fille. Je n'ai pas demandé de leçons sur ce que nous méritons ou non. Lily tira sur sa main. Papa, peut-être qu'on devrait y aller. Il baissa les yeux vers elle, vit les larmes commencer à se former. Il la vit essayer d'être courageuse, essayer de ne pas empirer les choses. Mon Dieu, il aimait cet enfant. Il l'aimait plus que sa propre vie. Non, dit-il doucement. On ne va nulle part. On est venu pour du tissu et on aura du tissu. Prudence se redressa de toute sa hauteur. Monsieur Dawson, j'ai le droit de refuser de servir n'importe qui. Pour quel motif? Pour le motif que c'est mon magasin et que je ne veux pas de votre genre de clientèle. Mon genre? Il le dit sèchement. Quel genre est exactement? Le genre qui ne peut pas payer. Je vous ai dit que j'avais de l'argent. Montrez-le-moi. Caleb plongea la main dans sa poche et en sortit les billets usés. 5 $. Plus d'argent qu'il n'en avait tenu en une seule fois depuis des mois. Prudence regarda l'argent. Puis elle le regarda lui. Puis elle sourit. Cet argent est soin. C'est une monnaie légale. Il est dégoûtant. Qui sait où il a traîné? Je n'en veux pas dans ma caisse. Viola et Constance rirent. Elles rirent vraiment, comme si c'était un spectacle. Lily se mit à pleurer. Des larmes douces et silencieuses. Le genre de larmes qui font plus mal que des sanglots, car elles viennent d'un endroit trop profond pour le son. Elle enfouit son visage contre la jambe de Caleb, ses petites épaules secouées. Maintenant, regardez ce que vous avez fait, dit Constance. Faire une scène en public, c'est si typique. Quelque chose se brisa en Caleb. 4 ans. 4 ans de lutte en solitaire. 4 ans à voir sa fille manquer de tout, se passer de tout, se contenter de moins, alors que d'autres enfants avaient tout. 4 ans à être méprisé, critiqué, rejeté comme si lui et Lily n'étaient rien. Il avait tout supporté. Tout. Parce que perdre son sang-froid ne nourrirait pas son enfant. Parce que se faire des ennemis ne les garderait pas en sécurité. Parce qu'un homme devait parfois ravaler sa fierté s'il voulait survivre. Mais pas ça. Pas sa fille en larmes en public pendant que des femmes riches riaient. Viens, Lily. Il la prit dans ses bras, la serrant contre sa poitrine. On s'en va. Bon débarras, marmonna Prudence. Caleb s'arrêta à la porte. Il ne se retourna pas. Madame, j'espère que vous ne saurez jamais ce que c'est. J'espère que vous ne verrez jamais votre femme mourir et que vous ne serez jamais laissé seul avec un enfant pour qui vous donneriez tout. J'espère que vous ne resterez jamais éveillé la nuit à vous demander si vous en faites assez, si vous êtes assez. J'espère que vous ne ressentirez jamais ce que je ressens quand ma fille demande une chose, une simple chose, et que je ne peux pas la lui donner. Il poussa la porte. Mais si jamais vous ressentez ces choses, j'espère que quelqu'un vous traitera mieux que vous ne nous avez traités aujourd'hui. La cloche tinta lorsque la porte se referma derrière lui. Dehors, la chaleur frappa comme un mur. Caleb porta Lily jusqu'au chariot et la posa sur le siège. Ses larmes s'étaient arrêtées, mais son visage était pâle. « Papa, oui, ma chérie.
Je n'ai pas besoin d'une nouvelle robe. Son cœur se fendit en deux. Lily, la robe en sac de farine est très bien. Je l'aime bien. Maman l'aurait aimée aussi. Il ne pouvait pas parler. Il ne trouvait pas les mots pour la fierté, le chagrin et l'amour qui l'envahissait. Je sais qu'elle l'aurait aimé, réussit-il finalement à dire. Mais tu mérites mieux. Je t'ai, toi. C'est bien assez mieux. Il la prit dans ses bras et la serra fort. Là, dans la rue principale de Sunset Ridge, au Texas, Caleb Dawson serra sa fille dans ses bras et remercia silencieusement Dieu de lui avoir donné quelque chose de si précieux. Monsieur Dawson. Il se retourna. Le vieux Sam Tucker se tenait sur le trottoir en bois, son tablier de cuir poussiéreux de l'écurie. Sam était à Sunset Ridge depuis 40 ans et il avait connu le père de Caleb avant la guerre. Sam. J'ai vu ce qui s'est passé là-dedans. Sam secoua la tête. Prudence Hartley a une méchanceté plus large que le Rio Grande. Elle a toujours été comme ça. Ça n'a pas d'importance. Si ça en a, ce qu'elle a fait n'est pas juste. Lily essuya ses yeux. Bonjour, Monsieur Tucker. Bonjour, petite demoiselle. Le visage buriné de Sam s'adoucit. Tu sais quoi? J'ai des bonbons durs dans ma poche. La vieille Mary de la confiserie m'en a donné ce matin. Tu en veux un? Lily regarda Caleb. Il hocha la tête. Oui, s'il vous plaît, Monsieur Tucker. Sam lui tendit un bonbon emballé. Rayée de rouge et de blanc, elle sourit pour la première fois depuis qu'ils étaient entrés dans le magasin. Caleb, dit Sam à voix basse, il y a une dame qui arrive par le train de l'après-midi de Denver. Et alors, c'est la nouvelle propriétaire de Ranch Thornton. Caleb le dévisagea. Le Ranch Thornton était le plus grand domaine du territoire. Le vieux Samuel Thornton était mort il y a 3 mois, sans enfant ni femme. Tout le monde supposait que la terre serait vendue. Une femme propriétaire du domaine Thornton. Sa nièce a hérité de tout. 15 000 acres, des droits sur l'eau et plus de bétail que tu ne peux en compter. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Sam sourit. Peut-être rien, peut-être tout. Le train arrive à 3 heures. Je dis juste ça comme ça. Parfois, les choses arrivent pour une raison. La cloche de midi sonna depuis le clocher de l'église. Je dois ramener Lily à la maison, dit Caleb. Je sais, mais pense à ce que j'ai dit. La nièce de Thornton va avoir besoin d'aide pour gérer cet endroit. C'est une femme de la ville. Elle ne connaît rien à l'élevage. Il y a plein d'hommes qui pourraient l'aider. Plein d'hommes qui essaieront de la tromper, tu veux dire, mais pas beaucoup qui la traiteront honnêtement. Sam regarda Caleb fixement. Tu es un homme honnête. Ton père était un homme honnête. Ça compte pour quelque chose. Caleb aida Lily à s'installer sur le siège du chariot. J'apprécie l'idée, Sam, mais j'ai mon propre domaine dont je dois m'occuper. C'est 40 acres de terre ingrate. Sam secoua la tête. Caleb, je te connais depuis que tu es plus jeune que Lily. Tu as le talent et l'éthique de travail pour gérer une exploitation 10 fois plus grande. Tu n'as juste jamais eu l'opportunité. L'opportunité ne se présente pas aux hommes comme moi. Peut-être qu'elle est sur le point de le faire. Caleb monta dans le chariot et prit les rênes. Au revoir, Sam. Pense-y, c'est tout ce que je te demande. Il fit claquer les rênes. Le chariot avança. Ils étaient à mi-chemin de la maison quand Lily parla. Papa, c'est quoi une opportunité? Il réfléchit à la question. C'est quand quelque chose de bien pourrait arriver, une chance que les choses s'améliorent. Comme une nouvelle robe? Plus grand que ça, comme si quelqu'un nous donnait une toute nouvelle vie. Ça a l'air bien. En effet, il regarda la route poussiéreuse devant lui. Mais parfois, les bonnes choses viennent avec des contreparties, et parfois, ce qui ressemble à une opportunité n'est que des ennuis déguisés. Monsieur Tucker pense que c'est bien. Monsieur Tucker est un optimiste. C'est quoi un optimiste? C'est quelqu'un qui pense que les choses vont s'arranger, même quand ce n'est probablement pas le cas. Lily resta silencieuse un moment. Puis, c'est mal d'être un optimiste? Caleb pensa à sa femme, pensa à la fièvre qui l'avait emporté, pensa aux créanciers qui avaient tourné autour après sa mort, essayant de tout prendre, pensa aux années passées à joindre les deux bouts. Non, ma chérie, ce n'est pas mal parfois. Parfois, c'est la seule chose qui te fait tenir. Tu es un optimiste, papa. Il la regarda. Cet enfant qui avait perdu sa mère, qui avait grandi avec rien, qui venait d'être humilié par 3 femmes cruelles et qui lui souriait encore comme s'il était le plus grand homme du monde.
J'essaie de l'être, dit-il. Pour toi, j'essaie. La ferme des Dawson se trouvait à la lisière du territoire. 40 acres de terre aride que Caleb avait transformés en quelque chose approchant la prospérité. La maison était petite mais solide. La grange abritait 2 chevaux, une vache laitière et 30 têtes de bétail. Les clôtures étaient réparées, le jardin était planté et tout ce qui pouvait être propre l'était. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à eux. Lily sauta du chariot et courut vers la grange. « Je vais nourrir Biscuit. » Biscuit était son chat, un calico maigrelet qui était arrivé il y a 2 ans et n'était jamais reparti. Caleb la regarda partir. Dans des moments comme celui-ci, avec ses tresses volantes au vent et son rire résonnant, il pouvait presque oublier l'humiliation du matin, presque. Il détela les chevaux et les mena à l'abreuvoir. L'eau était basse, tout était bas. La sécheresse avait été brutale et aucune pluie n'était en vue. 15 000 acres. C'est ce que Sam avait dit. Le ranch Thornton comptait 15 000 acres avec des droits sur l'or, une eau qui ne tarissait jamais, même pendant les pires étés. Caleb était passé devant ces verts pâturages plus de fois qu'il ne pouvait compter. Il avait regardé le bétail des Thornton engraissé pendant que le sien maigrissait. Il avait parfois rêvé de ce qu'il pourrait faire avec une terre comme celle-là. Mais rêver était pour les imbéciles, et Caleb Dawson n'était pas un imbécile. Il finit avec les chevaux et entra. La maison était calme, remplie des ombres de l'après-midi. La présence de Mary était partout. Dans les rideaux qu'elle avait cousus, le couvre-lit sur le lit, les fleurs séchées qu'elle avait accrochées près de la fenêtre il y a 4 ans, et que Caleb ne pouvait se résoudre à jeter. « Tu me manques, » dit-il à la pièce vide. Chaque jour. Le silence ne répondit pas. Ce soir-là, Lily était assise à la table de la cuisine. Elle dessinait des images avec un bout de crayon au dos d'un vieux sac de farine. « Qu'est-ce que tu dessines ?» demanda Caleb, posant une assiette de haricots et de pain de maïs. La robe jaune. Son cœur se serra. « Lily, je sais que je ne peux pas la voir. Je veux juste me souvenir de son apparence. » Elle brandit son dessin, une simple esquisse d'une petite fille en robe jaune sous un soleil. « Regarde, c'est moi. C'est magnifique. Si je le dessine, peut-être que ça deviendra vrai. Maman a dit ça une fois. Elle a dit, « Si tu rêves de quelque chose très fort, parfois Dieu le rend réel. » Caleb s'assit en face d'elle. « Ta maman était la femme la plus intelligente que j'ai jamais connue. Tu penses qu'elle nous regarde depuis le ciel? J'en suis sûr. Tu penses qu'elle est triste à cause d'aujourd'hui? » Il tendit la main et prit sa petite main. « Je pense qu'elle est fière de toi. Fière que tu sois courageuse, que tu sois gentille, même quand les autres ne l'étaient pas. Les dames du magasin n'étaient pas gentilles. Non, elles ne l'étaient pas. Pourquoi? Comment expliquer la cruauté à une enfant de 7 ans? Comment dire à son enfant que le monde était plein de gens qui la jugeaient pour des choses qu'elle ne pouvait pas contrôler? Certaines personnes, dit Caleb lentement, ont peur. Peur de quoi? D'être rappelées à ce qu'elles étaient ou à ce qu'elles pourraient devenir. Elles regardent des gens comme nous et elles voient leur propre peur. Alors, elles essaient de nous faire sentir petits pour se sentir grandes. Ça n'a pas de sens, ça. Non, ma chérie, ça n'en a pas. Lily mangea ses haricots dans un silence pensif. Puis, papa. Oui? Cette dame de Denver, celle dont Monsieur Tucker a parlé. Quoi à son sujet? Tu penses qu'elle est gentille? Caleb ne répondit pas. Il ne savait pas. Mais quelque part au fond de sa poitrine, à l'endroit où l'espoir vacillait encore malgré tout, il se posait la même question. Cette nuit-là, après que Lily se fut endormie, Caleb s'assit sur le porche et regarda les étoiles. Les mêmes étoiles que Mary avait regardées avec lui à leur mariage. Les mêmes étoiles qui avaient été témoins de la naissance de leur fille. Les mêmes étoiles qui étaient restées silencieuses et froides au-dessus de la tombe de Mary quand on l'avait mise en terre. « Qu'est-ce que je dois faire? » demanda-t-il à l'obscurité. « Comment puis-je lui donner une belle vie quand le monde essaie sans cesse de tout nous enlever? » Les grillons chantaient, le vent soulevait la poussière. Les étoiles n'offraient aucune réponse. Mais Caleb avait appris que parfois, les réponses venaient en leur temps. Parfois, il fallait vivre la question avant de pouvoir comprendre la réponse. Il entra et alla voir Lily. Elle était blottie sous le couvre-lit de sa mère, la poupée de chiffon serrée contre sa poitrine, ses lèvres légèrement entr'ouvertes dans son sommeil. Si innocente, si précieuse. « Je trouverai un moyen, » murmura-t-il. « Je te le promets.
Quoi qu'il en coûte, je trouverai un moyen de te donner la vie que tu mérites. Il ne savait pas que le lendemain changerait tout. Il ne savait pas qu'un train de Denver transportait la réponse à toutes les prières qu'il avait jamais faites. Il ne savait pas que la femme dans ce train fuyait ses propres démons, cherchant ses propres réponses, et que leurs morceaux brisés s'assembleraient d'une manière ou d'une autre. Tout ce que Caleb Dawson savait, cette chaude nuit d'été à Sunset Ridge, au Texas, c'est qu'il aimait sa fille plus que la vie elle-même, et que cela devait suffire pour l'instant. Le train de l'après-midi siffla en entrant dans Sunset Ridge à 3 heures précises, laissant une traînée de fumée et de promesses dans le ciel flamboyant du Texas. Charlotte Bennett descendit sur le quai et sentit la chaleur l'envelopper comme une chose vivante. Denver avait été chaud, mais c'était tout autre chose. C'était le soleil qui essayait de prouver quelque chose. « Madame, vos bagages. » Le porteur posa sa malle et son sac de voyage. « Quelqu'un vient vous chercher? »« Je ne sais pas. » Charlotte fouilla dans son réticule et lui tendit une pièce. « Je suis ici pour réclamer un héritage. Je suppose que je devrais trouver mon propre chemin. » Le porteur toucha son chapeau et retourna au train. Charlotte resta seule sur le quai, regardant les quelques autres passagers se disperser dans les rues poussiéreuses. C'était donc ça, Sunset Ridge. C'était ici que son oncle Samuel avait bâti son empire. C'était son nouveau départ, ou sa plus grande erreur. Mademoiselle Bennett. Elle se retourna. Un homme plus âgé en tablier de cuir s'approcha, son visage buriné mais aimable. « Je suis Sam Tucker. Je m'occupe de l'écurie. L'avocat de votre oncle a prévenu que vous arriveriez aujourd'hui. »« Monsieur Tucker. » Charlotte lui tendit la main. « Merci d'être venu à ma rencontre. » Sam lui serra la main avec une surprise évidente. Les femmes de la ville ne serraient généralement pas la main avec autant de conviction. « J'ai un chariot prêt pour vous emmener au ranch, » dit-il. « Mais vous voudrez peut-être vous arrêter au magasin général d'abord, pour prendre quelques provisions. Le domaine Thornon est vide depuis 3 mois. C'est très attentionné. Oui, je vais faire ça. » Sam chargea sa malle dans le chariot et désigna la rue principale. Le magasin général de Hartley, le grand bâtiment au coin. Vous ne pouvez pas le manquer. Charlotte se dirigea vers la ville, son tailleur de voyage déjà humide de sueur. Elle passa devant un saloon, une banque, une chapellerie. Les gens la dévisageaient. Une femme voyageant seule était déjà inhabituelle. Une femme marchant d'un pas décidé vers le quartier des affaires était apparemment un spectacle. Elle s'en fichait. Elle avait cessé de se soucier de ce que pensaient les étrangers le jour où elle avait rompu ses fiançailles avec Frederick Morrison et l'argent sale de sa famille. Le magasin général apparut exactement là où Sam l'avait indiqué. Charlotte poussa la porte et entra. La première chose qu'elle remarqua fut la tension. 3 femmes se tenaient derrière le comptoir, leur visage rougi par ce qui semblait être une excitation récente. 2 jeunes femmes parcouraient la section des tissus, chuchotant entre elles avec une joie à peine contenue. « Tu as vu son visage? » L'une d'elles gloussa, comme un chien battu. « Et la fille qui pleure pour un morceau de tissu. Certaines personnes n'ont aucune honte. » La colonne vertébrale de Charlotte se raidit. Quelque chose s'était passé ici. Quelque chose de cruel. « Bonjour, » dit-elle en s'approchant du comptoir. « Je cherche des provisions. » La femme la plus âgée, aux cheveux argentés et richement vêtue, se tourna avec un sourire étudié. « Bienvenue chez Hartley. Je suis Prudence Hartley. Comment puis-je vous aider? » « J'ai besoin de pas mal de choses, en fait. Je viens d'arriver en ville et je m'installe. »« Comme c'est charmant. Vous rendez visite à de la famille? »« Non, je suis la nouvelle propriétaire de Ranch Thornon. » Le silence qui suivit fut presque comique. Le sourire de Prudence se figea. Les 2 autres femmes échangèrent des regards écarquillés. Les jeunes filles qui chuchotaient s'arrêtèrent en pleine phrase. « Le Ranch Thornon, » répéta Prudence. « Vous êtes l'héritière de Samuel Thornon, sa nièce Charlotte Bennett. Mais nous supposions que la propriété serait vendue. Vous avez mal supposé. Maintenant, à propos de ces provisions, Prudence se reprit rapidement. Son sourire revint, plus chaleureux maintenant, plus accommodant. Bien sûr, tout ce dont vous avez besoin. Viola, Constance, aidez-moi à servir Mademoiselle Bennett. » Charlotte observa la transformation avec un amusement glacial. Ces femmes riaient il y a quelques instants, riaient du malheur de quelqu'un, à ce qu'il semblait, et maintenant,
Elle la flattait comme si elle était une royauté en visite. « De quoi parliez-vous quand je suis entré? » demanda Charlotte nonchalamment, examinant une étagère de conserve. « Rien d'important. » Prudence agita la main avec dédain. « Juste un incident avec un éleveur local. » « Quel genre d'incident? » Viola Whitfield ne put résister. « Oh, c'était quelque chose. Ce pauvre cowboy est entré, voulant acheter du tissu importé pour sa petite fille. Pouvez-vous imaginer? Un homme en vêtements rapiécés et bottes boueuses demandant du coton de Charleston? Je suppose que vous avez refusé de le servir. Eh bien, naturellement, nous avons des standards. » Des standards? Charlotte reposa la boîte qu'elle examinait. Vous avez refusé de vendre du tissu à un homme avec de l'argent en main à cause de son apparence? Ce n'est pas seulement l'apparence. Constance Piton s'avança, ses vêtements de deuil noir bruissants. Il s'agit de maintenir certaines limites. Des gens comme ça doivent comprendre leur place. Des gens comme quoi? Les gens Powers, des gens qui luttent, Mom. Si nous les laissons entrer dans des établissements comme celui-ci, quelle sera la suite? Ils rejoindront nos clubs sociaux, fréquenteront nos églises, épouseront nos enfants. Charlotte fixa la femme, elle les fixa toutes les trois. Où est-il maintenant? Le cowboy. Parti. Dieu merci. Il a fait toute une scène avant de partir. Sa fille pleurait, vous imaginez? Pour du tissu. Sa fille pleurait. Les enfants sont si dramatiques. Charlotte sentit quelque chose de froid s'installer dans sa poitrine. Une colère familière. La même colère qui l'avait envahi quand Frederick s'était vanté d'expulser des fermiers de leur maison pour construire son chemin de fer. Quel âge avait l'enfant? 7 ou 8 ans. Pourquoi? Et vous l'avez fait pleurer pour du tissu. Nous ne l'avons pas fait pleurer. C'est la pauvreté de son père qui l'a fait pleurer. Charlotte se tourna pour leur faire face. Quel est le nom de cet homme? Dawson, Caleb Dawson. Il a une petite ferme juste après les... Je sais où sont les fermes. L'avocat de mon oncle m'a envoyé une carte. Charlotte ramassa son sac de voyage. J'ai changé d'avis pour les provisions. Le visage de Prudence se décomposa. Mais, mademoiselle Bennett, je trouverai ce dont j'ai besoin ailleurs, ou je commanderai de San Antonio. Quoi qu'il en soit, je ne ferai pas mes achats ici. Vous ne pouvez pas être sérieuse. Je suis tout à fait sérieuse. Charlotte se dirigea vers la porte. Mon père était un immigrant qui est arrivé dans ce pays avec seulement les vêtements qu'il portait. Il a bâti un cabinet d'avocats qui emploie aujourd'hui 50 personnes. Et il m'a appris que la mesure d'une société est la façon dont elle traite ses membres les plus vulnérables, pas les plus riches. Mademoiselle Bennett, s'il vous plaît, vous ne comprenez pas nos coutumes? Je comprends la cruauté, Madame Hartley. Je la comprends parfaitement. Charlotte ouvrit la porte. Et je ne veux rien avoir à faire avec ça. La cloche tinta derrière elle alors qu'elle retournait sous le soleil. Sam Tucker attendait avec le chariot. C'était rapide, dit-il. Pas de provisions? Pas de provisions. Je dois d'abord aller ailleurs. Où ça? À la ferme des Dawson. Vous la connaissez? Le visage de Sam changea. Quelque chose comme de l'espoir vacilla dans ses vieux yeux. Je la connais. Je connais très bien Caleb Dawson. Emmenez-moi là-bas. Il l'aida à monter dans le chariot. Ça ne vous dérange pas si je demande pourquoi? Parce que je viens d'entendre ce qui s'est passé dans ce magasin. Et parce que la première chose que je veux faire dans ma nouvelle maison, c'est réparer une injustice. Sam sourit. Mademoiselle Bennett, je pense que vous allez très bien vous intégrer ici. Le chariot roula dans la rue poussiéreuse, dépassant les regards jugeurs et les chuchotements curieux vers la sortie de la ville. Charlotte ne regarda pas en arrière. La ferme des Dawson apparut après 20 minutes de route difficile. Charlotte vit immédiatement ce que ces femmes du magasin ne pourraient jamais voir. Les clôtures étaient parfaitement réparées. La grange était petite mais bien entretenue. Le jardin était vert. Malgré la sécheresse, quelqu'un avait transporté de l'eau à la main, seau par seau. Ce n'était pas de la pauvreté, c'était de la survie. C'était un homme qui se battait avec tout ce qu'il avait pour subvenir aux besoins de sa famille. Une petite silhouette apparut près de la grange, une petite fille aux tresses brunes tenant un chat calico. « Lily » appela Sam, « ton papa est à la maison? » Les yeux de la fillette s'écarquillèrent. Elle laissa tomber le chat et courut vers la maison. « Papa, papa, il y a quelqu'un! » Charlotte descendit du chariot. Son cœur battait la chamade sans qu'elle puisse dire pourquoi.
La porte s'ouvrit et Will était là. Caleb Dawson était grand et mince, avec des épaules bâties par des années de dur labeur. Son visage était hâlé par le soleil, ses yeux gris comme des nuages d'orage. Il se déplaçait avec l'économie prudente d'un homme qui avait appris que le mouvement gaspillé signifiait de l'énergie gaspillée. Sam, sa voix était méfiante. Que se passe-t-il? Caleb, voici mademoiselle Charlotte Bennett. C'est la nouvelle propriétaire du ranch Thornton. L'expression de Caleb ne changea pas, mais Charlotte vit ses mains se crisper sur ses flancs. Madame, il toucha le bord de son chapeau. Qu'est-ce qui vous amène chez moi? Puis-je vous parler, Monsieur Dawson? Ça dépend de ce que vous voulez dire. J'ai entendu ce qui s'est passé au magasin aujourd'hui. Sa mâchoire se crispa. Ça ne regarde que moi. J'étais dans le magasin, après votre départ. J'ai entendu ces femmes en rire. Il la fixa. Vous êtes venu jusqu'ici pour me dire ça? Non. Charlotte prit une profonde inspiration. Je suis venu m'excuser. Vous n'avez rien fait. Je sais, mais quelqu'un devrait s'excuser. Quelqu'un devrait reconnaître que ce qu'elles ont fait était mal. Et comme elles ne le feront jamais, je le fais à leur place. Caleb resta silencieux un long moment. Ses yeux scrutèrent son visage, cherchant quelque chose. Charlotte ne savait pas s'il l'avait trouvé. Papa. Lily était ressortie. Elle se tenait sur le porche, les observant avec les yeux bleus de sa mère. Tout va bien, ma chérie. Rentre à l'intérieur. Mais papa, vas-y. Lily se retira, mais Charlotte pouvait la voir regarder par la fenêtre. Monsieur Dawson, dit Charlotte, je suis nouvelle ici. Je ne connais personne. Je ne connais rien à l'élevage. J'ai passé toute ma vie dans les villes, à traiter avec des avocats, des hommes d'affaires et des gens qui pensent que l'argent les rend meilleurs que tout le monde. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? J'ai besoin d'aide. Une aide honnête, de quelqu'un qui n'essaiera pas de me tromper ou de me manipuler. Sam dit que vous êtes ce genre d'homme. Caleb lança un regard au vieil homme de l'écurie. Sam parle trop. Peut-être, mais a-t-il tort? Je ne peux pas vous aider, mademoiselle Bennett. J'ai mon propre domaine à gérer. Alors laissez-moi vous aider. Il fronça les sourcils. Quoi? J'ai vu votre exploitation en arrivant. Vous travaillez 40 acres avec peut-être 30 têtes de bétail. Vous transportez l'eau à la main parce que vous n'avez pas de droit sur l'eau. Vous faites le travail de 3 hommes tout seuls. Je me débrouille. J'en suis sûr. Mais si vous n'aviez pas à simplement vous débrouiller, et si vous pouviez réellement prospérer, Madame, je ne sais pas à quel jeu vous jouez. Ce n'est pas un jeu. Charlotte s'approcha. Je possède 15 000 acres et je ne sais rien de leur gestion. Vous savez tout sur l'élevage, mais vous n'avez pas la terre pour le prouver. Nous pourrions nous entraider. Pourquoi voudriez-vous m'aider? Vous ne me connaissez pas, d'Adam. Parce que j'ai vu le visage de votre fille à travers cette fenêtre, et je sais ce que c'est que de vouloir quelque chose de mieux pour les gens qu'on aime. Les mots restèrent en suspens entre eux. Le visage de Caleb était illisible. Vous ne savez rien de ma vie. Vous avez raison, je ne sais rien, mais je sais quelque chose sur le désespoir, sur le fait d'être piégé dans une situation injuste, sur le fait d'être jugé par les circonstances au lieu du caractère. Vous êtes riche. Je ne l'ai pas toujours été. Mon père a tout construit à partir de rien. Et il m'a appris à reconnaître les gens qui ont ce même feu en eux. Charlotte croisa son regard. Je le vois en vous, Monsieur Dawson, et je le vois en votre fille. Alors, soit vous pouvez me renvoyer et continuer à lutter seul, soit vous pouvez tenter votre chance avec quelque chose de différent. Caleb regarda vers la fenêtre où Lily observait. Que proposez-vous exactement? J'ai besoin d'un contremaître. Quelqu'un pour m'aider à comprendre cette terre, à gérer le ranch, à construire quelque chose de durable. En retour, je paierai un salaire équitable, je fournirai un logement pour vous et Lily, et je donnerai à votre fille accès à tout ce que le ranch Thornton a à offrir. C'est de la charité. C'est un partenariat. Il y a une différence, Whitcham. Les gens parleront. Les gens parlent déjà de moi. Je suis une femme célibataire de la ville qui vient d'hériter du plus grand ranch du territoire. Laissez-les parler. Caleb resta silencieux un long moment. Charlotte pouvait le voir calculer, peser, la mesurer à l'aune de toutes les déceptions qu'il avait connues. Papa, Lily était revenue dehors. Elle se tenait au bord du porche, sa poupée de chiffon serrée contre elle. Je t'avais dit de rester à l'intérieur. Je sais, mais papa... Elle regarda Charlotte.
Elle est jolie. Charlotte rit. Elle ne put s'en empêcher. Le visage de Caleb s'adoucit. Juste un peu. Juste assez. Mademoiselle Bennet, je ne fais aucune promesse, mais si vous voulez, vous pouvez vous joindre à nous pour le souper. C'est simple, rien d'extraordinaire. Je serais honoré. Lily, va te laver, mets un couvert de plus à table. Oui, papa. Lily courut à l'intérieur, ses tresses volant au vent. Caleb regarda Charlotte. Je n'accorde pas ma confiance facilement. Vous devriez le savoir. Moi non plus. C'est probablement pour ça que nous pourrions bien travailler ensemble. Sam Tucker s'éclaircit la gorge. Je devrais retourner en ville. Mademoiselle Bennet, votre malle est toujours dans le chariot. Vous voulez que je la laisse ici? Charlotte regarda Caleb. Monsieur Dawson, cela vous dérangerait-il si je restais pour la nuit? Je n'ai nulle part où aller et la maison Thornton n'a pas été ouverte depuis des mois. Nous avons une chambre d'amis. Elle appartenait à... Il s'arrêta. Elle est disponible. Merci. Sam s'éloigna, les laissant debout dans la cour poussiéreuse sous le soleil d'été. Mademoiselle Bennet, s'il vous plaît, appelez-moi Charlotte. Charlotte. Il le dit comme s'il en testait le poids. C'est probablement une erreur. Probablement, mais je vais le faire quand même. Pourquoi? Il resta silencieux un moment, puis... Parce que ma fille vient de sourire, vraiment sourire, et ça n'arrive plus très souvent. Charlotte sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Monsieur Dawson. Caleb, si on fait ça, autant s'appeler par nos prénoms. Caleb. Elle lui tendit la main. Partenaire. Il regarda sa main, puis lentement, il la prit. Sa paume était cailleuse, rugueuse par des années de travail, mais sa poignée était douce. Partenaire. Le souper fut simple, des haricots, du pain de maïs et du lait de la vache de la grange. Charlotte n'avait rien mangé d'aussi bon depuis des années. Ce pain de maïs est merveilleux, dit-elle, et elle le pensait. C'est papa qui le fait tous les soirs, dit fièrement Lily. Il a appris de maman. Charlotte vit l'éclair de douleur traverser le visage de Caleb. Vit le refouler. Ta maman était un bon professeur, dit-il doucement. Comment était-elle? Demanda Charlotte. Si ça ne vous dérange pas, que je demande. Lily répondit avant que Caleb ne le puisse. Elle était belle, elle avait les cheveux blonds et les yeux bleus, et elle chantait des chansons le soir. C'est elle qui a fait Molly. Elle brandit la poupée de chiffon. Avant d'aller au ciel, elle avait l'air merveilleuse. Elle l'était. La voix de Lily devint douce. Elle me manque parfois. Bien sûr, c'est normal que les gens qu'on aime nous manquent. Caleb se recula de la table. Je vais préparer la chambre d'amis. Charlotte, vous devez être fatiguée du voyage. Je le suis, mais c'est la meilleure soirée que j'ai passée depuis longtemps. Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte. Pourquoi êtes-vous vraiment venu ici aujourd'hui? Je vous l'ai dit. J'ai entendu ce qui s'est passé au magasin. Ce n'est pas tout. Charlotte hésita. Puis, j'étais fiancé à un homme à Denver. Il s'appelait Frederick Morrison. Sa famille possédait des banques, des chemins de fer, la moitié de l'immobilier du Colorado. Tout le monde pensait que j'étais la femme la plus chanceuse du monde. Que s'est-il passé? J'ai découvert d'où venait son argent. Des expulsions, des saisies sur des familles qui ne pouvaient pas payer. Il détruisait des vies et appelait ça des affaires. Elle regarda ses mains. J'ai rompu. Sa famille était furieuse. Ils ont essayé de ruiner le cabinet d'avocats de mon père. C'est à ce moment-là que l'héritage de mon oncle est arrivé. Un timing parfait. Alors, vous fuyez. Je préfère penser que je cours vers quelque chose. Caleb l'étudia. Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais. Vous non plus. À quoi vous attendiez-vous? Je ne sais pas. Quelqu'un de plus dur, peut-être. Quelqu'un d'amer. Après ce que ces femmes vous ont fait aujourd'hui, je pensais que vous seriez en colère. J'étais en colère. Je le suis toujours, pour être honnête. Mais la colère ne nourrit pas ma fille. La colère ne répare pas les clôtures, ni n'abreuve le bétail. Alors, je la refoule et je fais ce qui doit être fait. C'est très contrôlé. C'est de la survie. Il regarda vers Lily qui jouait avec sa poupée dans le coin. Tout ce que je fais, c'est pour elle. Tout. Je comprends. Non, je ne pense pas que vous compreniez. Pas encore. Il se dirigea vers le couloir. Mais peut-être que vous comprendrez. Charlotte le regarda partir, regarda sa façon de bouger, économe et déterminé, regarda le poids sur ses épaules, invisible mais lourd.
Elle pensa à Frederick, avec ses costumes coûteux et ses yeux vides. Elle pensa à la vie dans laquelle elle avait failli se marier, les fêtes, les galas de la société, la performance constante. Et puis elle pensa à cet homme, ce cow-boy aux vêtements rapiécés et aux mains rugueuses par le travail, qui avait bâti une vie à partir de rien et continuait malgré tout. Mademoiselle Charlotte. Lily était apparue à côté de sa chaise. Oui, ma chérie. Est-ce que tu vas être notre amie? Charlotte sourit. J'aimerais beaucoup. Bien. Lily tendit la main et toucha celle de Charlotte. Parce que je pense que papa a besoin d'un ami. Il n'en a pas beaucoup. Je serai son ami, je te le promets. Lily sourit, le même sourire que Charlotte avait vu à travers la fenêtre, le sourire qui avait fait accepter tout cela à Caleb. Ta chambre est prête. Caleb réapparut dans l'embrasure de la porte. Lily, c'est l'heure d'aller au lit. Mais papa! Pas de discussion. Dis bonne nuit à Mademoiselle Charlotte. Bonne nuit, Mademoiselle Charlotte. Lily enroula ses petits bras autour de la taille de Charlotte dans une étreinte inattendue. Je suis contente que tu sois venue. Charlotte la serra dans ses bras. Moi aussi, ma chérie. Moi aussi. Caleb regarda. Son visage était illisible, mais quelque chose vacilla dans ses yeux gris. Quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. Allez, petite. Il souleva Lily et la porta vers les chambres. Fais tes prières ce soir. Je le ferai, papa. Je vais prier pour Mademoiselle Charlotte. C'est très gentil de ta part. Leur voix s'estompèrent dans le couloir. Charlotte resta seule dans la petite cuisine, écoutant les bruits d'un père mettant sa fille au lit. Le murmure des voix, le rire d'un enfant, le grincement des vieux sommiers. Elle ferma les yeux et se laissa envahir par cette sensation. Cette maison, si différente des manoirs qu'elle avait connus, si différente de l'élégance froide de la société de Denver. Ici, les murs étaient fins, les meubles étaient usés et rien n'était poli ou parfait. Mais il y avait de l'amour ici, un amour véritable, celui que l'argent ne peut acheter. Charlotte, elle ouvrit les yeux. Caleb se tenait dans l'embrasure de la porte. Ta chambre est au bout du couloir. Il y a des couvertures supplémentaires dans le coffre si tu en as besoin. Merci. Les toilettes sont dehors. Il y a un pot de chambre sous le lit si besoin. J'ai déjà campé à la dure. Mon père et moi allions camper quand j'étais jeune. Je doute que votre version de à la dure soit la même que la nôtre. Elle sourit. Vous pourriez être surpris. Il ne sourit pas en retour, mais quelque chose dans son visage s'adoucit. Bonne nuit, Charlotte. Bonne nuit, Caleb. Il disparut dans l'ombre. Charlotte trouva le chemin de la chambre d'amis. Elle était petite et simple, avec un lit simple recouvert d'un couvre-lit délavé. Des fleurs séchées étaient accrochées près de la fenêtre. Une touche féminine préservée comme un sanctuaire. C'était la chambre de Mary avant qu'elle n'épouse Caleb, ou peut-être sa salle de couture. Après que Charlotte se fut allongée sur le lit, elle fixa le plafond. À travers les murs fins, elle pouvait entendre la douce respiration de Lily, pouvait entendre Caleb se déplacer, préparant la maison pour la nuit. Demain, tout changerait. Elle irait au ranch Thornton et commencerait à construire sa nouvelle vie. Elle engagerait Caleb comme contremaître et le regarderait se transformer dans l'homme qu'il était censé être. Mais ce soir, elle se permit de ressentir quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois. La paix. Une paix véritable et honnête. La nuit d'été enveloppait la petite ferme, chaude et lourde, avec la promesse de choses à venir. Et Charlotte Bennett, pour la première fois depuis son départ de Denver, sentit qu'elle pourrait enfin être chez elle. Elle se réveilla à l'odeur du café et au son de Lily qui chantait. Charlotte s'habilla rapidement et se rendit à la cuisine. Caleb était devant le poêle, retournant des crêpes avec une aisance experte. Lily était assise à table, sa poupée de chiffon à côté d'elle, chantant une chanson sur le soleil et les fleurs. « Bonjour », dit Charlotte. Caleb se tourna, ses yeux la balayant rapidement, l'évaluant. « Bonjour, le café est prêt, les crêpes dans 1 minute. Vous n'aviez pas à cuisiner. Il faut bien manger, autant nourrir tout le monde. » Charlotte se versa une tasse de café, fort et noir, comme son père le préparait. « Mademoiselle Charlotte, vous aimez les crêpes? » demanda Lily. « Je les adore. Papa fait les meilleurs. Maman lui a appris, mais il est encore meilleur maintenant. » « La pratique, » dit Caleb d'une voix bourrue. Charlotte s'assit en face de Lily. « Qu'est-ce que tu chantes? C'est magnifique. » C'est une chanson que maman chantait sur les fleurs d'été et le soleil.
Le visage de Lily s'assombrit légèrement. J'essaye de me souvenir de toutes les paroles. Parfois, j'oublie. Peut-être que tu pourrais me la chanter un jour. J'adorerais l'entendre. Vraiment? Vraiment. Lily rayonna. Caleb posa une assiette de crêpes devant Charlotte. Mangez. On a beaucoup à faire aujourd'hui. On? Si vous êtes sérieuse à propos de ce partenariat, nous devrions aller voir la propriété Thornton ensemble. Je connais cette terre mieux que quiconque. Je l'observe depuis des années. Je suis sérieuse. Alors finissez votre petit déjeuner. On partira après. Charlotte mangea. Les crêpes étaient parfaites. Tout ici était en quelque sorte parfait, malgré la pauvreté, malgré la lutte. Ou peut-être à cause de cela. Caleb, à propos du tissu pour la robe de Lily, son visage se durcit. N'en parlez pas. S'il vous plaît, laissez-moi aider. J'ai dit non. Il posa sa fourchette. Je ne veux pas que les gens disent que j'ai accepté la charité de la femme qui paie mon salaire. Je trouverai une solution pour Lily. Ce n'est pas de la charité. C'est, quoi, un cadeau de quelqu'un que je viens de rencontrer? Quelle image ça va donner? Je me fiche de l'image que ça donne. Eh bien, moi non. Sa voix était plate. J'ai passé 4 ans à me bâtir une réputation d'homme qui paie ses dettes. Je ne vais pas jeter ça par la fenêtre parce qu'une femme de la ville a pitié de moi. Les mots la blessèrent. Charlotte sentit ses joues rougir. Je n'ai pas pitié de vous. Alors que ressentez-vous? Je ressens que j'ai enfin trouvé quelqu'un d'honnête. Quelqu'un qui n'a pas été corrompu par l'argent, le statut et toutes les choses avec lesquelles j'ai grandi. Et je veux aider. Non pas parce que vous en avez besoin, mais parce que vous le méritez. Caleb la fixa. La colère sur son visage s'estompa, remplacée par quelque chose de plus complexe. Papa. Lily regarda entre eux, confuse. Est-ce que vous vous disputez avec mademoiselle Charlotte? Non, ma chérie. On discute juste. On aurait dit une dispute. Charlotte tendit la main sur la table et serra celle de Lily. Les adultes parlent parfois d'une voix forte, mais ça ne veut pas dire qu'on est en colère. Ton papa et moi, on essaie juste de comprendre comment travailler ensemble, c'est tout. Oh, Lily hocha la tête sérieusement. Maman et papa parlaient parfois d'une voix forte, mais ils se faisaient toujours un câlin après. Le visage de Caleb devint rouge. Charlotte réprima un rire. Je pense que mademoiselle Charlotte et moi sommes loin de nous faire des câlins, dit Caleb sèchement. Mais peut-être un jour, Lily. Quoi? Je demande juste. Charlotte ne put plus se retenir. Elle rit, un rire vrai et sincère qui venait de quelque part au fond d'elle. Caleb la fixa, puis, lentement, incroyablement, le coin de sa bouche tressaillit. Ma fille, dit-il, est trop intelligente pour son propre bien. Je vois ça. Charlotte essuya ses yeux. Lily, je peux te dire quelque chose? Oui. Je pense que ton papa est l'un des hommes les plus remarquables que j'ai jamais rencontrés. Et j'espère qu'un jour, nous serons de si bons amis que nous pourrions même nous faire un câlin. Mais pour l'instant, on apprend encore à se connaître. Ça a du sens? Lily réfléchit. Je suppose. Mais ne prenez pas trop de temps. Papa ne rajeunit pas. Lily! Charlotte rit de nouveau. Et cette fois, Caleb rit aussi. Juste un petit rire. Juste une brève fissure dans le mur qu'il avait construit autour de lui. Mais c'était suffisant. C'était plus que suffisant. Très bien, dit-il en se levant. Si nous allons être partenaires, nous devrions probablement commencer à agir comme tels. Charlotte, êtes-vous prête à voir votre ranch? J'ai été prête toute ma vie. Il la regarda, vraiment. La regarda peut-être pour la première fois. Alors, allons-y. Ils partirent ensemble dans la matinée d'été. Lily était restée avec la femme de Sam Tucker, qui avait proposé de la garder. Le soleil était déjà brutal, mais Charlotte s'en fichait. Elle était trop occupée à écouter Caleb parler de la terre. Thornton avait des droits sur l'eau de 3 ruisseaux, dit-il, montrant la verdure lointaine. C'est pour ça que son bétail a toujours prospéré. Mais 40 acres, on n'a rien. Un bon puits qui s'assèche en août la plupart des années. Mais si vous aviez accès à ces ruisseaux, j'aurais la meilleure exploitation du territoire. Mais je ne l'ai pas, et je ne l'aurai jamais. Sauf si quelque chose change. Et si ça changeait? Et si je vous donnais accès? Il arrêta son cheval. Quoi? Je possède ces droits sur lait maintenant. Et si je les partageais avec vous? Charlotte, vous ne pouvez pas juste... Pourquoi pas? C'est de mon eau. Je peux en faire ce que je veux. Parce que ce n'est pas comme ça que ça marche.
Il y a des lois, des accords, d'autres éleveurs qui essaient d'obtenir ces droits depuis des années. Alors nous ferons de nouveaux accords, ensemble. Il secoua la tête. Vous allez vous faire beaucoup d'ennemis en parlant comme ça. Je me suis déjà fait des ennemis. Ces femmes du magasin, pour commencer. Ce n'est pas la même chose. Les gens qui veulent l'eau de Thornton, ils ont du pouvoir. Un vrai pouvoir. Le genre qui peut détruire une personne. Qu'ils essayent. Caleb la regarda. Ses yeux gris étaient troublés. Vous ne savez pas dans quoi vous vous engagez. Alors apprenez-moi. Charlotte approcha son cheval du sien. C'est pour ça que je vous ai engagé, n'est-ce pas? Pour m'aider à comprendre ce monde. Alors aidez-moi. Montrez-moi les dangers. Montrez-moi les ennemis. Et ensuite, montrez-moi comment les combattre. Il resta silencieux un long moment. Vous ne ressemblez vraiment à personne que j'ai jamais rencontré. C'est bien ou c'est mal. Je n'ai pas encore décidé. Ils continuèrent à cheval. Le ranch Thornton était tout ce que Charlotte avait imaginé, et plus encore. Mais c'était l'homme qui chevauchait à ses côtés qui occupait ses pensées alors qu'ils inspectaient la vaste propriété. 3 semaines s'étaient écoulées depuis cette première rencontre. 3 semaines à travailler côte à côte, à construire quelque chose qu'aucun d'eux n'avait osé rêver seul. Caleb avait emménagé dans la maison du contremaître avec Lily, et Charlotte avait pris ses quartiers dans la maison principale. Mais la plupart des soirs, elles se retrouvaient à leur porte, partageant le souper et des histoires. « Vous me fixez encore », dit Caleb sans la regarder. Je pensais, à quoi? À quel point les choses ont changé. Il y a 3 semaines, j'étais une étrangère dans un train. Maintenant, je ne peux pas m'imaginer être ailleurs. Il la regarda enfin. Quelque chose vacilla dans ses yeux gris. Charlotte, Mademoiselle Bennett. Ils se tournèrent tous les deux. L'un des employés du ranch galopait vers eux, son cheval soulevant la poussière. « Qu'y a-t-il, Jake? » Un visiteur à la maison principale, un homme chic de Denver. Il dit qu'il est ici pour voir la nouvelle propriétaire. Le sang de Charlotte se glaça. A-t-il donné un nom? Morrison, madame. Frederick Morrison. Caleb vit son visage changer. Charlotte, qu'est-ce qui ne va pas? Mon passé. Elle serra les rênes. Il m'a retrouvé. Frederick Morrison se tenait sur le porche de la maison du ranch Thornton, comme s'il en était le propriétaire. Son costume était impeccable. Son sourire étudié. Ses yeux froids comme la glace d'hiver. « Charlotte, ma chérie. » Il ouvrit grandes les bras. « Tu es une femme difficile à trouver. » C'était intentionnel. Charlotte descendit de cheval et tendit les rênes à Jake. « Que fais-tu ici, Frederick? Est-ce une façon d'accueillir ton fiancé? » « Ex-fiancé, très ex. » Un malentendu temporaire. Les yeux de Frederick glissèrent vers Caleb, qui était descendu de cheval et observait avec une immobilité dangereuse. « Et qui est-ce? Ton nouveau palefrenier? » « Voici Caleb Dawson, mon contremaître et partenaire. »« Partenaire? » Frederick rit. « Oh, Charlotte, tu as toujours eu un faible pour les chiens errants. » Caleb s'avança. « Je pense que vous devriez surveiller votre langage. »« Ou quoi? Vous allez me provoquer en duel? » Frederick épousseta une poussière imaginaire de sa manche. « S'il vous plaît, je ne suis pas venu ici pour me quereller avec les domestiques. »« Alors pourquoi es-tu venu? » demanda Charlotte. « Pour te ramener à la maison, bien sûr. Ton père est hors de lui d'inquiétude. Le cabinet a du mal sans toi et franchement, ma chérie, cette aventure a assez duré. Je ne vais nulle part. » Charlotte. La voix de Frederick s'adoucit en quelque chose qui aurait pu paraître attentionné à quelqu'un qui ne le connaissait pas. « Je te pardonne tout. Les fiançailles rompues, les mots durs, même ce ridicule projet d'héritage. Nous pouvons tout laisser derrière nous. Il n'y a rien à pardonner. J'ai fait mon choix. Tu as fait une erreur. Il y a une différence. Frederick, je vais te le dire une fois, et je veux que tu entendes chaque mot. » Charlotte s'approcha, sa voix aussi stable que l'acier. « Je ne suis pas ta fiancée. Je ne suis pas ta propriété. Et je ne retournerai jamais à Denver avec toi. C'est ma maison maintenant. Ce sont mes gens, et si tu ne peux pas l'accepter, tu dois partir. » Le masque de Frederick glissa un instant, juste assez longtemps pour montrer la laideur en dessous. « Tu penses que tu peux simplement tourner le dos à la famille Morrison après tout ce que nous avons fait pour toi? Tout ce que vous avez fait, tu veux dire menacer le cabinet de mon père, répandre des rumeurs sur moi dans la société, essayer de détruire tous ceux qui m'ont aidé? »
Les affaires, ma chérie, rien de personnel. C'était personnel pour les familles que vous avez expulsées. C'était personnel pour les travailleurs que vous avez exploités. C'était personnel pour moi quand j'ai découvert qui tu es vraiment. Les yeux de Frederick devinrent froids. Tu le regretteras. J'ai déjà beaucoup de regrets. Tu n'en feras pas partie. Il se tourna pour partir, puis s'arrêta. Ses yeux trouvèrent Caleb. Profitez d'elle tant que vous le pouvez, cowboy. Charlotte a l'habitude d'utiliser les gens et de les jeter. Demandez à n'importe qui à Denver. Caleb bougea si vite que Charlotte le vit à peine. Un instant, il était immobile. L'instant d'après, Frederick était pressé contre la balustrade du porche, la main de Caleb sur son col. « Vous allez monter sur votre cheval, » dit Caleb doucement. « Vous allez retourner en ville et vous allez prendre le prochain train pour n'importe où qui n'est pas ici. Vous comprenez? Lâchez-moi. Vous comprenez? » Quelque chose dans la voix de Caleb dut percer l'arrogance de Frederick. Il pâlit. Ce n'est pas fini. Si c'est fini. Caleb le relâcha. Maintenant, partez. Frederick rajusta sa veste avec des mains tremblantes. Il regarda Charlotte une dernière fois. Tu as choisi un fermier sans le sou plutôt que tout ce que je pouvais t'offrir. J'espère qu'il en vaut la peine. Il en vaut déjà la peine. Le visage de Frederick se tordit, puis il disparut, montant sur son cheval et s'éloignant sans regarder en arrière. Les genoux de Charlotte fléchirent. Caleb la rattrapa avant qu'elle ne puisse tomber. « Doucement, je te tiens. Je suis désolé. » Elle s'agrippa à ses bras. « Je suis tellement désolé. J'aurais dû te parler de lui. J'aurais dû te prévenir. » « Charlotte, regarde-moi. » Elle le fit. Ses yeux gris étaient instables, calmes, certains. « Tu ne me dois aucune explication. Tu ne me dois aucune excuse. Tu as tenu tête à cet homme comme si tu étais né pour te battre. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Il va créer des problèmes. Il a de l'argent, des relations. Qu'il essaye, ce n'est pas Denver. Ici, la valeur d'un homme se mesure à sa parole et à son travail. Frederick Morrison n'a ni l'un ni l'autre. Charlotte rit, un rire tremblant, brisé. Tu n'as vraiment pas peur de lui. J'ai affronté la sécheresse, la maladie et la perte de la femme que j'aimais. Un homme en costume chic ne me fait pas peur. Elle leva les yeux vers lui. Ce cow-boy qui n'avait rien et pourtant avait tout ce qui comptait. Cet homme qui avait été humilié dans un magasin général il y a 3 semaines et qui se tenait toujours avec plus de dignité que Frederick Morrison ne pourrait jamais en comprendre. Caleb. Oui, merci d'avoir été à mes côtés. C'est ce que font les partenaires. C'est tout ce que nous sommes, des partenaires. La question resta en suspens entre eux. Les mains de Caleb étaient toujours sur ses bras. Son visage était à quelques centimètres du sien. « Charlotte, je... »« Papa! Mademoiselle Charlotte! » Lily arriva en courant de la maison du contremaître, ses tresses volant au vent. Caleb recula. Le moment était brisé. « Qu'y a-t-il, ma chérie? » Madame Tucker dit qu'il y a une réunion de la ville ce soir. Tout le monde parle de Mademoiselle Charlotte et du méchant homme de Denver. « Les nouvelles voyagent vite, » murmura Charlotte. « Petite ville, » dit Caleb. « Tout le monde sait tout. »« On peut aller à la réunion, s'il te plaît, papa? » Madame Tucker dit qu'il y aura de la limonade. Caleb regarda Charlotte. « C'est à toi de décider. C'est ta réputation qu'ils vont discuter. Alors je devrais être là pour la défendre. » Charlotte redressa le dos. « Nous irons tous ensemble. » La mairie était bondée. Charlotte n'avait jamais vu autant de gens entassés dans un même espace. Des éleveurs, des commerçants, des fermiers, leurs femmes et leurs enfants. Toute Sunset Ridge s'était rassemblée pour assister à sa chute ou à sa réhabilitation. « Reste près de moi, » murmura Caleb. Lily tenait son autre main. Ils entrèrent ensemble dans la salle. Les chuchotements commencèrent immédiatement. C'est elle, l'héritière Thornton. Et le cow-boy Dawson. J'ai entendu dire que l'homme de Morrison l'a menacé. J'ai entendu dire qu'elle fuit un scandale. Charlotte continua de marcher, la tête haute, les épaules en arrière, comme son père le lui avait appris. La foule s'écarta. Et là, à l'avant de la salle, se tenaient Prudence Hartley, Viola Whitfield, Constance Patton. 3 reines de la société attendant leur vengeance. Zell Bennett. La voix de Prudence trancha les murmures. « Comme c'est aimable à vous de vous joindre à nous. » « Madame Hartley, je crois comprendre que vous avez convoqué cette réunion.
En effet, les citoyens de Sunset Ridge ont des inquiétudes concernant la nouvelle propriétaire du ranch Thornton. Nous avons estimé qu'une discussion publique était justifiée. Et quelles sont ces inquiétudes? Eh bien, pour commencer, votre inaptitude évidente est posséder un ranch. Vous êtes une femme de la ville sans expérience. Vous avez engagé une aide douteuse. Ses yeux glissèrent vers Caleb. Et maintenant, nous apprenons que vous fuyez un scandale à Denver. Une rupture de fiançailles avec l'une des familles les plus importantes du Colorado. Ma vie personnelle ne regarde pas Sunset Ridge. Si quand elle affecte notre communauté. Frederick Morrison a visité notre magasin cet après-midi. Il nous a tout raconté. Charlotte sentit Caleb se tendre à côté d'elle. Tout? Charlotte s'avança. Vous a-t-il parlé des fermières que sa famille a expulsées? Des familles jetées à la rue pour qu'il puisse construire son chemin de fer? Vous a-t-il parlé des travailleurs morts dans ces mines parce qu'ils ne voulaient pas payer pour des équipements de sécurité? Des murmures parcoururent la foule. Mensonges, dit Prudence, mais sa voix vacilla. Ce ne sont pas des mensonges, ce sont des faits documentés. Le cabinet d'avocats de mon père a des dossiers pleins de preuves. C'est pourquoi Frederick nous a menacés quand j'ai rompu les fiançailles. C'est pourquoi j'ai quitté Denver, non pas à cause d'un scandale, mais parce que j'ai refusé d'épouser un monstre. Et nous sommes censés vous croire sur parole? Vous n'avez pas à me croire sur parole. Charlotte se tourna vers la foule. Regardez mes actions. Depuis mon arrivée, j'ai engagé des travailleurs locaux. J'ai payé des salaires équitables. J'ai partagé les droits sur l'eau avec des éleveurs en difficulté. J'ai fait tout ce que je pouvais pour être une bonne voisine. Vous vous êtes aussi lié d'amitié avec des indésirables. Constance Piton désigna Caleb. Cet homme est un indigent, un moins que rien, et vous l'avez élevé au-dessus des gens décents qui vivent ici depuis des générations. Cet homme est le travailleur le plus acharné que j'ai jamais connu. Il est honnête, il est compétent, et il traite sa fille avec plus d'amour que la plupart des hommes n'en montrent à toute leur famille. Si cela le rend indésirable, alors je ne veux rien avoir à faire avec ce que vous considérez comme respectable. Mademoiselle Charlotte, une voix du fond, le docteur Henry Walsh se fraya un chemin à travers la foule. Puis-je dire quelque chose, s'il vous plaît, Doc? Le vieux médecin se tenait dans l'allée centrale, sa barbe blanche hérissée. Je vis à Sunset Ridge depuis 30 ans. J'ai mis au monde la moitié des bébés de cette pièce. J'ai enterré trop de braves gens qui méritaient mieux. Et j'ai vu Caleb Dawson s'échiner pour donner une belle vie à sa fille. Il désigna Prudence. J'ai aussi vu certaines personnes le traiter comme de la saleté parce que ses vêtements sont rapiécés et ses mains sont rugueuses. J'avais honte à l'époque et j'ai encore plus honte maintenant. Doc, s'il vous plaît, commença Prudence. Je n'ai pas fini. Mademoiselle Bennett est venue ici et a vu ce que nous aurions tous dû voir. Elle a vu un homme bon être humilié par des gens à l'esprit étroit. Et au lieu de se joindre à eux, elle l'a défendu. Plus de murmures, quelques têtes qui hochent. Maintenant, ce type, Morrison, arrive en ville, lançant des menaces et des accusations, et certains d'entre vous veulent le croire plutôt que la femme qui n'a fait que du bien depuis son arrivée. Le docteur Walsh secoua la tête. Ce n'est pas le Sunset Ridge que je connais. Ce n'est pas la communauté que Samuel Thornton a aidé à construire. Le silence tomba. Puis, de la foule, une voix. La voix de Sam Tucker. Je dis que nous devrions donner une chance à Mademoiselle Bennett. Elle l'a bien mérité. Je suis d'accord. Un éleveur que Charlotte ne reconnut pas s'avança. Elle a partagé les droits sur l'eau avec moi la semaine dernière. Elle a sauvé mon troupeau. Elle a acheté des provisions dans mon magasin. Payé comptant. Une autre voix. Elle est bonne avec la Phil Dawson. Ça compte pour quelque chose. Plus de voix, plus de soutien. Le vent tournait, le visage de Prudence devint rouge. Vous vous faites tout savoir, cette femme est une menteuse et une... Ça suffit. La voix trancha tout. Forte, autoritaire, finale. Caleb s'avança. Madame Hartley, il y a 3 semaines, vous avez fait pleurer ma fille dans votre magasin. Vous nous avez humiliés devant tout le monde, et quand Mademoiselle Bennett vous l'a reproché, vous avez commencé à répandre du poison sur elle dans toute la ville. Sa voix ne s'éleva jamais. Elle n'en avait pas besoin. Je suis resté silencieux parce que c'est ce que font les hommes comme moi. On encaisse. On ravale notre fierté. On passe à autre chose. Mais j'en ai fini d'être silencieux. Il se tourna vers la foule.
Charlotte Bennett est la personne la plus admirable que j'ai jamais connue. Elle est gentille quand elle n'a pas à l'être. Elle est généreuse quand ça lui coûte. Et elle voit de la valeur chez des gens que d'autres ignorent. Ses yeux croisèrent ceux de Charlotte. Je ne suis pas riche, je ne suis pas éduqué, je n'ai rien à offrir, sauf ma parole et mon travail. Mais je connais la différence entre les bonnes et les mauvaises personnes. Et Charlotte Bennett est bonne, mieux que bonne. La salle était silencieuse. Puis la voix de Lily, petite mais claire. Mademoiselle Charlotte est mon amie, elle me lit des histoires. Des rires chaleureux et sincères qui brisèrent la tension. Le docteur Walsh leva la main. Je propose que nous accueillions Mademoiselle Charlotte Bennett comme membre à part entière de notre communauté, avec tous les droits et privilèges. Secondez! Cria Sam Tucker. Tous ceux qui sont pour les oui furent écrasants. Prudence Hartley regarda autour d'elle son armée vaincue. Viola et Constance se glissaient déjà vers la sortie. Le pouvoir qu'elle avait exercé si longtemps s'était effondré en quelques minutes. Ce n'est pas fini, siffla-t-elle à Charlotte. Si ça l'est. Charlotte croisa son regard sans ciller. Vous ne le savez juste pas encore. Dehors, la nuit d'été s'était rafraîchie. Les étoiles parsemaient le ciel comme des diamants sur du velours noir. Charlotte se tenait sur le trottoir en bois, respirant profondément. Lily était rentrée avec la femme de Sam Tucker. Caleb se tenait à côté d'elle, silencieux. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, » dit finalement Charlotte. « Si, j'étais obligé. Tu m'as appelé la personne la plus admirable que tu aies jamais connue. » « C'est vrai. » Caleb. Elle se tourna pour lui faire face. « Ce que tu as dit là-dedans, tu le pensais vraiment? » Il ne répondit pas tout de suite. Quand il parla, sa voix était rauque. « Il y a 3 semaines, j'étais un homme sans rien, joignant à peine les 2 bouts, regardant ma fille grandir sans les choses qu'elle méritait. Et puis tu es entré dans ma vie comme une tempête que je n'ai jamais vue venir. Caleb, laisse-moi finir, s'il te plaît. » Elle attendit. Je me suis dit que c'était juste des affaires, juste un partenariat. Mais ce n'est plus le cas. Plus maintenant. Il enleva son chapeau, le tint dans ses mains. Je pense à toi tout le temps. Quand tu n'es pas là, j'attends que tu reviennes. Il s'éclaircit de la gorge. Quand tu es là, je ne veux pas que tu partes. Et quand tu as tenu tête à ce type, Morrison, aujourd'hui, quoi? J'ai su que j'avais des ennuis. Ses yeux gris croisèrent les siens. De gros ennuis. Quel genre d'ennui? Le genre où un homme réalise qu'il est en train de tomber amoureux de quelqu'un qu'il n'a pas le droit de désirer. Le cœur de Charlotte martela contre ses côtes. Et si cette personne te désirait en retour? Charlotte, tu es... Je suis quoi? Riche, éduqué, au-dessus de ta condition? Elle s'approcha. N'ose pas me dire ce que je suis censé vouloir. J'ai passé toute ma vie à me faire dire qui épouser, quoi penser, comment me sentir. J'en ai fini avec ça. Je ne suis qu'un cow-boy. Tu es le meilleur homme que j'ai jamais rencontré. Sa main trouva sa joue. Et si tu essaies de me repousser à cause d'une idée dépassée sur les classes sociales, je ne te le pardonnerai jamais. Il rit, un vrai rire, surpris. Tu es têtu. Tu n'as aucune idée. Je suis probablement trop vieux pour toi. Tu as 34 ans, ce n'est pas vieux. J'ai une fille. Je sais, je l'aime. Charlotte, sa voix se brisa. Je n'ai pas ressenti ça depuis Mary, et ça me fait peur. Ça me fait peur aussi. Elle prit sa main, mais je préfère avoir peur avec toi qu'être en sécurité avec n'importe qui d'autre. Il la regarda un long moment, puis, lentement, prudemment, il l'attira à lui. C'est une mauvaise idée. Probablement. Les gens parleront. Laisse-les parler. Charlotte, Caleb, pour une fois dans ta vie, arrête de penser et... Il l'embrassa, juste là dans la rue principale de Sunset Ridge, au Texas. Caleb Dawson embrassa Charlotte Bennett comme si elle était la seule femme au monde, et pour cet instant, elle l'était. Le baiser prit fin, mais aucun d'eux ne s'écarta. Charlotte pouvait sentir le cœur de Caleb battre contre le sien. Ses mains tremblaient légèrement là où elle reposait sur sa taille. Quand elle ouvrit les yeux, elle le trouva la regardant comme si elle était quelque chose de précieux et de terrifiant à la fois. « Eh bien, murmura-t-elle, c'est arrivé. » En effet, sa voix était rauque. « Tu le regrettes? Pas le moins du monde. » Il expira. Soulagement, espoir, peur, tout cela mêlé dans ce seul souffle.
Charlotte, je veux que tu comprennes quelque chose. Je ne suis pas doué pour ça. Pour les sentiments, pour dire les bonnes choses. Mary disait que j'avais la gamme émotionnelle d'un piquet de clôture. Charlotte rit. Je pense que Mary te sous-estimait. Peut-être. Il recula légèrement mais garda ses mains. Je veux aussi que tu comprennes que si on fait ça, vraiment, ce ne sera pas facile. Des gens comme Prudence Hartley ne laisseront pas tomber. Et ce type, Morrison, Frederick ne peut pas nous faire de mal. Il a déjà essayé une fois. Il essaiera encore. Alors nous l'affronterons ensemble. Caleb secoua la tête. Tu fais paraître ça si simple. C'est simple. Pas facile, mais simple. Je te choisis. Tu me choisis. Tout le reste n'est que du bruit. Il resta silencieux un long moment. Puis, je te choisis aussi. Que Dieu me vienne en aide, mais c'est le cas. Ils retournèrent au ranch sous un ciel plein d'étoiles. Leurs mains se trouvèrent dans l'obscurité et se serrèrent. Le lendemain matin, Lily entra en courant dans la cuisine avec une nouvelle qui changea tout. Papa, mademoiselle Charlotte, Madame Tucker dit qu'il y a des hommes en ville qui posent des questions sur vous. Caleb posa sa tasse de café. Quel genre d'hommes? Des hommes en costume de Denver. Ils parlent à tout le monde de mademoiselle Charlotte et disent qu'elle est une menteuse et une voleuse. L'estomac de Charlotte se noua. Frederick. Il agit vite, dit Caleb d'un air sombre. Je vais aller en ville, voir ce qu'ils disent. Je viens avec toi. Charlotte, non. Elle leva la main. On en a parlé hier soir, ensemble. Tu te souviens? Il soutint son regard un instant, puis hocha la tête. Ensemble. Ils se rendirent à Sunset Ridge et trouvèrent exactement ce que Lily avait décrit. 3 hommes en costume coûteux se déplaçaient dans la ville, s'arrêtant à chaque commerce, chaque maison. L'un d'eux se tenait devant la banque en pleine conversation avec le maire. « C'est Harrison Burke », dit Charlotte doucement. L'avocat de Frederick. Il est impitoyable. Que fait-il à parler au maire Whitfield? Rien de bon. Ils descendirent de cheval et s'approchèrent. Harrison Burke se tourna à leur approche, son visage s'arrangeant en un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Mademoiselle Bennett, quel plaisir de vous revoir. Monsieur Burke, j'aimerais pouvoir en dire autant. Toujours aussi direct, c'est l'une de vos qualités les plus charmantes. » Ses yeux glissaient envers Caleb. « Et ce doit être le contremaître. Frederick vous a mentionné. Je parie qu'il l'a fait. » La voix de Caleb était plate. « Messieurs, ne soyons pas hostiles. » Burke sortit un document de la poche de son manteau. « Je suis simplement ici pour des affaires légales. »« Quel genre d'affaires? » demanda Charlotte. « La famille Morrison a des raisons de croire que votre héritage du ranch Thornton a été obtenu frauduleusement. Nous rassemblons des preuves pour soutenir une action en justice civile. » C'est absurde. Mon oncle m'a laissé la propriété dans son testament. Un testament qui a été exécuté 3 semaines avant sa mort, modifiant de manière suspecte son legs précédent à la Morrison Investment Company. Charlotte le dévisagea. La Morrison Company était dans le testament de mon oncle? En effet, le père de Frederick est beaucoup investi dans le ranch Thornton pendant la sécheresse de 74. En échange, Samuel Thornton a promis que la terre reviendrait aux Morrison à sa mort. Cet accord a été documenté et attesté. Je n'ai jamais vu un tel document. Bien sûr que non. Cela aurait été gênant pour votre stratagème. Quel stratagème? Je ne savais même pas que j'avais un oncle avant de recevoir l'avis d'héritage. Burke sourit. C'est votre position, certainement. Mais nous avons des témoins qui témoigneront du contraire, y compris plusieurs membres du cabinet d'avocats de votre père qui ont été étonnamment coopératifs une fois que nous leur avons expliqué la situation. Charlotte sentit le sol se dérober sous ses pieds. Vous avez menacé les employés de mon père. Nous avons mené des entretiens obtenus légalement. C'est de l'extorsion. Frederick essaie de voler ma terre parce que je refuse de l'épouser. Interprétation colorée, mademoiselle Bennett, mais non pertinente. Burke se tourna vers le maire Whitfield. Monsieur le maire, comme nous en avons discuté, j'aurais besoin d'accéder au bureau des archives du comté pour vérifier le transfert de propriété. Attendez un peu. Le maire Whitfield se tortilla mal à l'aise. Je ne suis pas sûr d'avoir l'autorité. Vous êtes bon le maire. Vous avez toute l'autorité nécessaire. C'est ma propriété, dit Charlotte. Vous n'avez aucun droit de contester un testament légalement exécuté. Nous avons tout à fait le droit si une fraude a été commise. Et nous avons l'intention de le prouver. Burke rangea le document.
Je vous recommanderais de consulter votre propre conseiller juridique, mademoiselle Bennett. Vous allez en avoir besoin. Il s'éloigna. Charlotte resta figée. Charlotte, la main de Caleb trouva son bras. Respire. Ils vont tout prendre. Ils vont essayer. Ce n'est pas la même chose. Tu ne comprends pas. Les Morrison ont des ressources illimitées. Ils ont détruit des entreprises, ruiné des familles. Ils ne perdent jamais. Alors nous serons les premiers à les battre. Elle le regarda, ce cow-boy avec rien d'autre que sa parole et son travail. Cet homme qui faisait face à des obstacles impossibles chaque jour juste pour survivre. Comment? Je ne sais pas encore, mais on n'abandonnera pas sans se battre. Le docteur Walsh les trouva une heure plus tard, assis sur le porche de la maison du contremaître, avec Lily jouant à proximité. « J'ai entendu parler des avocats de Morrison », dit-il en s'installant sur une chaise. « Toute la ville en parle. »« Les nouvelles vont vite, » dit amèrement Charlotte. « J'ai aussi entendu autre chose, quelque chose qui pourrait aider. » Elle leva les yeux. « Quoi? » Samuel Thornton a été mon patient pendant 20 ans. J'étais avec lui quand il espionne et j'étais là quand il a signé ce testament. Vous en avez été témoin? Oui, avec le juge Patterson et le révérend Miller. 3 témoins, tous de bonne réputation. Et je peux vous dire sans aucun doute que Samuel Thornton était sain d'esprit quand il a signé. Il savait exactement ce qu'il faisait. Mais qu'en est-il de ce prétendu accord avec les Morrison? Le docteur Walsh renifla. Il y avait un accord. Samuel m'en a parlé. Le père de Frederick a bien investi dans le ranch pendant la sécheresse. Mais Samuel a remboursé cette dette il y a des années avec les intérêts. Pouvez-vous le prouver? Les registres devraient être à la banque. Chaque paiement documenté. Le docteur Walsh se pencha en avant. Samuel savait que le père de Frederick Morrison était un serpent. C'est pourquoi il a changé son testament. Il ne voulait pas que le ranch tombe entre les mains des Morrison après sa mort. Pourquoi n'en a-t-il parlé à personne? Il avait peur. Les Morrison ont le bras long. Il pensait que tant qu'il était en vie, ils ne pouvaient pas le toucher. Et après sa mort, le docteur Walsh haussa les épaules. Il avait confiance que la vérité finirait par éclater. La vérité n'a pas d'importance s'ils contrôlent le récit, dit Charlotte. Alors nous allons changer le récit. Caleb se leva. Doc, vous avez dit que les registres de paiement sont à la banque. Il devrait y être, sauf si quelqu'un les a falsifiés. Alors nous devons y arriver avant Burke. Ils se dépêchèrent de retourner en ville. La banque était fermée quand ils arrivèrent, mais Caleb martela la porte jusqu'à ce qu'un employé nerveux apparaisse. « Nous sommes fermés, monsieur. Voici mademoiselle Charlotte Bennett, propriétaire du ranch Thornton. Elle doit voir les registres du compte de Samuel Thornton, maintenant. Je ne peux pas, simplement. Mon garçon, regarde-moi. » La voix de Caleb devint calme, dangereuse. Il y a des hommes en ville en ce moment même qui essaient de voler la propriété de cette femme. Ces registres sont la seule chose qui peut les arrêter. Tu peux soit nous aider, soit expliquer à toute la ville pourquoi tu as laissé les Morrison gagner. L'employé déglutit. Je pourrais perdre mon emploi. Tu trouveras un autre emploi. Mais si ces registres disparaissent, mademoiselle Bennett perd tout. L'employé regarda Charlotte. Quelque chose dans son visage dut l'émouvoir. 5 minutes. C'est tout ce que je peux vous donner. Ils le suivirent à l'intérieur. Les registres étaient là. Chaque paiement que Samuel Thornton avait fait à la Morrison Investment Company, documenté et avec un reçu. La dette avait été réglée en 1876, 2 ans avant la mort de Samuel. Ça prouve que les Morrison n'ont aucune créance, souffla Charlotte. Ça prouve que Samuel a payé ce qu'il devait, dit Caleb. Mais Burke soutiendra que l'accord initial ne concernait pas la dette. Il concernait les droits de succession. Alors nous avons besoin de l'accord original. Où pourrait-il être? Charlotte réfléchit. Le cabinet de mon père s'est occupé de la succession de Thornton. S'il y a une copie de l'accord Morrison, elle pourrait être dans leur dossier. Peux-tu l'obtenir? Je ne sais pas. Si Burke a menacé les employés de mon père, ils ont peut-être déjà pris tout ce qui est pertinent. Alors nous avons besoin de l'aide de quelqu'un que les Morrison ne peuvent pas toucher. L'employé s'éclaircit la gorge. « Madame, monsieur, vous devez partir. Le président de la banque sera bientôt de retour. » Charlotte copia rapidement les informations pertinentes. En partant, elle se tourna vers Caleb. « Il y a une personne qui pourrait peut-être aider. L'associé de mon père, James Fletcher. Il se bat contre les Morrison depuis des années.
Si quelqu'un sait comment les battre, c'est lui. Peux-tu le joindre? Je peux essayer. Je vais envoyer un télégramme. Le bureau du télégraphe était encore ouvert. Charlotte composa son message avec soin, sachant que tout ce qu'elle envoyait pourrait être intercepté. JF Stop, affaire urgente Stop. Besoin accord original MT de 74 Stop. Il revendique un droit de succession Stop. Merci de conseiller Stop. CB. Qui est JF? Demanda Caleb. James Fletcher. Et MT, c'est Morrison Thornton. Quiconque connaît le cabinet comprendra. Et s'il l'intercepte, alors nous sommes exactement au même point. Mais au moins, nous aurons essayé. Ils attendirent. L'opérateur du télégraphe restait inactif, leur jetant parfois des regards curieux. Charlotte faisait les 100 pas. Caleb se tenait immobile, surveillant la porte. 1 heure passa, puis 2. Finalement, la machine se mit à cliqueter. L'opérateur transcrivit le message et le tendit à Charlotte. Son visage devint pâle. « Qu'est-ce que c'est? » demanda Caleb. Elle lui tendit le télégramme. « CB Stop, accord original MT volé des dossiers la semaine dernière Stop. Mais Samuel m'a envoyé copie en 75 Stop. Accord stipule clairement remboursement dette, pas succession de Stop. Témoignerai Stop. Arrive Sunset Ridge mardi Stop. Tenez bon Stop, JF. » « Il vient, » murmura Charlotte. « James vient, et il a la preuve que la revendication des Morrison est fausse. Si nous pouvons les empêcher de faire quoi que ce soit jusqu'à mardi... » Caleb prit sa main. « On les tiendra occupés. » Ce soir-là, Lily se blottit sur les genoux de Charlotte après le souper. « Mademoiselle Charlotte, tu es triste? »« Un petit peu, ma chérie. »« À cause des méchants hommes de Denver? »« Oui. Ne sois pas triste. » Lily lui tapota la joue. « Papa dit que tout s'arrange pour les gens qui travaillent dur et restent honnêtes. » Charlotte regarda Caleb. Il haussa les épaules. « C'est ce que mon père me disait. J'ai pensé que je devais le transmettre. Ton père était un homme sage. C'était un homme têtu. La sagesse est venue plus tard. » Charlotte serra Lily contre elle. « Tu sais quoi, ma chérie? Je pense que toi et ton papa étaient la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Mieux que ton ranch? 100 fois mieux. » Lily rayonna. « Papa, mademoiselle Charlotte, dit qu'on est mieux que le ranch. » J'ai entendu. La voix de Caleb était douce. Je suis d'accord avec elle. Le lendemain matin apporta des ennuis. Harrison Burke apparut au ranch avec le maire Whitfield et le shérif du comté. « Mademoiselle Bennett, nous avons une ordonnance du tribunal pour inspecter la propriété. » Charlotte lut le document. Ses mains tremblaient. « C'est signé par le juge Patterson. Il a été témoin du testament de mon oncle. Il sait que c'est légitime. » Le juge Patterson a pris sa retraite le mois dernier. Le juge Crawford a signé l'ordonnance. Il est assez sympathique à la position des Morrison. Vous avez acheté un juge. Nous avons retenu les services d'un conseiller juridique familier avec les affaires locales. Burke sourit. Mais maintenant, si vous voulez bien vous écarter, nous avons du travail à faire. C'est ma propriété. Pour l'instant. L'ordonnance nous autorise à documenter l'état et la valeur de la propriété en préparation du procès. Sauf si vous souhaitez être arrêté pour obstruction. Le shérif se tortilla mal à l'aise. « Mademoiselle Bennett, je n'aime pas ça plus que vous, mais je dois faire respecter la loi. » Caleb s'avança. « Shérif, vous me connaissez. Vous savez que je ne suis pas un fauteur de troubles, mais je ne vais pas rester les bras croisés pendant que ces hommes harcèlent Mademoiselle Bennett sur sa propre propriété. Monsieur Dawson, ne rendez pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. La difficulté dépendra de jusqu'où ils pousseront. » Les yeux de Burke se rétrécirent. « Menacer un officier de justice, Monsieur Dawson, c'est une infraction grave. Je ne menace personne, j'énonce des faits. Si vous venez sur cette propriété avec vos faux documents et vos juges achetés, vous ferez face à une résistance. Une résistance pacifique, mais une résistance tout de même. » Caleb, Charlotte toucha son bras. « Laisse-les regarder. Nous n'avons rien à cacher. Charlotte, s'ils veulent perdre leur temps à documenter une propriété qu'ils ne posséderont jamais, laissons-les faire. Nous connaissons la vérité. Et dans 2 jours, James Fletcher sera là pour le prouver. » Le sourire de Burke vacilla. Juste un instant, juste assez longtemps, James Fletcher, l'avocat de Denver. Lui-même, il a des documents que vous pensiez avoir détruits. Des documents qui prouvent que toute votre affaire est basée sur des mensonges. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Si vous le savez,
Et quand James arrivera, tout le monde le saura aussi. Burke se ressaisit. Nous verrons bien. Shérif, procédez à l'inspection. Ils passèrent la journée à regarder des étrangers se promener dans la maison de Charlotte, toucher ses affaires, prendre des notes. C'était humiliant, envahissant, exactement ce que Frederick voulait. Mais Charlotte garda la tête haute et Caleb ne la quitta jamais des yeux. Ce soir-là, la nouvelle de ce qui s'était passé se répandit dans la ville. Et quelque chose d'inattendu commença. Les gens vinrent, d'abord Sam Tucker avec sa femme et 2 employés du ranch, puis le docteur Walsh, puis l'éleveur que Charlotte avait aidé avec les droits sur l'eau, puis une autre famille et une autre. À la tombée de la nuit, 30 personnes s'étaient rassemblées au ranch Thornton. 30 personnes qui avaient entendu ce que les Morrison essayaient de faire et avaient décidé de prendre position. « On ne va pas les laisser vous chasser », dit Sam Tucker. Samuel Thornton était un homme bon. Il voudrait qu'on protège sa terre. « Vous pourriez avoir des ennuis, avertit Charlotte. Les Morrison sont puissants. Nous aussi, quand on est unis. » Le docteur Walsh s'avança. « J'ai déjà envoyé des télégrammes à des médecins que je connais à Denver. Je leur ai dit ce qui se passe ici. La famille Morrison a des ennemis, beaucoup d'ennemis. Il est temps que ces ennemis commencent à se parler. Vous faites ça pour moi, pour la justice et pour le genre de communauté que nous voulons être. » Charlotte sentit les larmes monter. Elle les refoula. « Je ne sais pas comment vous remercier. Ne nous remerciez pas encore. Attendez qu'on ait gagné. » Cette nuit-là, après que tout le monde fut rentré chez soi ou se fut installé dans la grange, Charlotte trouva Caleb sur le porche. « Tu es censé dormir, dit-elle. Je n'arrive pas à dormir. Trop de choses se passent. » « Moi non plus. » Elle s'assit à côté de lui. « Caleb, si on perd ça, on ne perdra pas. Mais si c'est le cas, s'ils prennent le ranch, qu'est-ce qui nous arrive? » Il resta silencieux un moment. Puis, « Ça dépend de ce que tu entends par nous. Je veux dire toi et Maurice, toi et Lily. » Charlotte, il se tourna pour lui faire face. « Je suis tombé amoureux de toi quand tu avais tout. Un ranch, de l'argent, une position. Mais je t'aimais avant que tout ça n'ait d'importance. Je t'aimais quand tu m'as défendu, moi et ma fille, dans ce magasin. Je t'aimais quand tu as choisi la dignité plutôt que la facilité. Tu m'aimais. Je t'aime au présent. Et si on perd tout demain, je t'aimerai encore. On trouvera un moyen. On en trouve toujours. » Elle se pencha contre lui. Son bras vint autour de ses épaules. « Je t'aime aussi, » murmura-t-elle. « J'aurais dû le dire avant. Tu le dis maintenant. C'est ce qui compte. » Ils restèrent assis ensemble à regarder les étoiles, attendant l'aube, attendant ce qui allait suivre. Et quelque part, dans un train en direction du Texas, James Fletcher serrait une sacoche en cuir contenant des documents qui allaient tout changer. Le train arriva à midi le mardi. Charlotte se tenait sur le quai, Caleb à ses côtés, regardant les passagers débarquer. Son cœur battait à chaque visage qui apparaissait dans l'embrasure de la porte. Puis elle le vit. James Fletcher avait 60 ans, des cheveux argentés et des yeux vifs comme ceux d'un faucon. Il portait une sacoche en cuir comme si elle contenait les joyaux de la couronne. Quand il vit Charlotte, son visage buriné s'illumina d'un sourire. « Charlie », il utilisa son surnom d'enfance. « Tu ressembles à ta mère. » James, elle l'embrassa. « Merci d'être venu. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. » Ses yeux se posèrent sur Caleb. « Et ce doit être le cowboy dont j'ai entendu parler. »« Caleb Dawson, monsieur. »« James Fletcher. J'ai entendu de bonnes choses sur vous, mon garçon. » Il serra fermement la main de Caleb. « Maintenant, trouvons un endroit privé. Nous avons beaucoup de choses à discuter. » Ils retournèrent au ranch. James ne parla pas pendant le trajet, ses yeux absorbant tout. La terre, le bétail, les gens travaillant dans les champs. « Samuel a construit quelque chose de remarquable ici, dit-il finalement. Ce serait un crime de laisser les Morrison le détruire. »« Alors aidez-nous à les arrêter, dit Charlotte. C'est exactement ce que j'ai l'intention de faire. » À la maison du ranch, James étala ses documents sur la table de la salle à manger. Charlotte et Caleb se penchèrent, étudiant les papiers. C'est l'accord original entre Samuel Thornton et la Morrison Investment Company, daté de 1874. James désigna les sections pertinentes. Notez la formulation ici. En contrepartie du prêt de 15 000 $, Samuel Thornton s'engage à rembourser ladite somme avec intérêt dans un délai de 5 ans
ou à renoncer à la propriété du bien connu sous le nom de Ranch Thornon. Donc, c'était un prêt, dit Charlotte, pas un accord de succession. Exactement. Les Morrison essaient de prétendre que Samuel leur a promis la terre en échange de leur investissement, mais le document montre clairement qu'il s'agissait d'un prêt standard avec garantie. Et Samuel l'a remboursé, dit Caleb. Nous avons trouvé les registres bancaires. Bien, c'est une autre preuve. James sortit un deuxième document. C'est un reçu signé par Frederick Morrison Sr. en 1876 reconnaissant que la dette a été entièrement payée et que toutes les créances contre le Ranch Thornon ont été éteintes. Charlotte le dévisagea. Il savait. Les Morrison savaient que la dette était payée et ils essaient quand même de voler ma terre. De la fraude pure et simple. James s'adossa. Mais il y a plus. J'ai fait quelques recherches avant de quitter Denver. La famille Morrison a déjà fait ça. 4 autres propriétés au Colorado ont été prises en utilisant des tactiques similaires. Des documents fabriqués, des juges achetés, des témoins intimidés. Ils mènent une opération de vol de terre depuis au moins 15 ans et ils n'ont jamais été attrapés parce que leurs victimes n'avaient pas les ressources pour se battre. James regarda Charlotte. Vous avez des ressources et vous avez quelque chose d'autre qu'ils n'avaient pas. Qu'est-ce que c'est? Des témoins prêts à parler. J'ai contacté les autres victimes. 2 d'entre elles sont encore en vie et elles sont prêtes à témoigner de ce que les Morrison leur ont fait. Caleb laissa échapper un sifflement bas. Ça va être un sacré procès. Il n'y aura pas de procès. James sourit. Pas si j'ai mon mot à dire. Harrison Burke arriva au ranch 2 heures plus tard, accompagné de Frederick Morrison lui-même. Charlotte savait que ce moment viendrait. Elle s'y était préparée, mais revoir le visage de Frederick lui retournait encore l'estomac. Charlotte, il descendit de cheval avec aisance. Je vois que tu as appelé des renforts. Frederick, je vois que tu es venu superviser ta propre humiliation. Son sourire vacilla. Quelle confiance. Je me demande d'où elle vient. De la vérité. James Fletcher s'avança. Monsieur Morrison, je suis James Fletcher, des Morrison, Fletcher et associé. Je crois que nous nous sommes déjà rencontrés. Fletcher. La voix de Frederick devint glaciale. J'aurais dû savoir que tu mettrais ton nez là-dedans. Votre famille a fait carrière en détruisant des innocents. J'ai fait carrière en vous arrêtant. Et comment ça marche? Nous sommes toujours debout. Vous perdez toujours. Pas cette fois. James brandit la sacoche en cuir. J'ai ici des documents qui prouvent que toute votre affaire est basée sur la fraude. L'accord original, le reçu de remboursement, des déclarations sous serment d'autres victimes des combines de votre famille. Ces documents sont des faux. Vraiment. Alors ça ne vous dérangera pas que je les présente au tribunal avec le témoignage du juge Patterson qui a été témoin du testament de Samuel Thornton, du docteur Walsh qui était présent sur le lit de mort de Samuel et de l'employé de banque qui nous a montré les registres de paiement que votre avocat a essayé de détruire. Le visage de Frederick devint pâle. Vous bluffez. Je ne bluffe pas, Monsieur Morrison. Je gagne. Harrison Burke s'avança, le visage crispé. Monsieur Fletcher, quels que soient les documents que vous avez, ils peuvent être contestés. La procédure légale nous donnera raison. Et quand ce sera le cas, je porterai plainte contre vous personnellement pour fraude, subornation de témoins et complot en vue de voler une propriété. Vous ne pouvez pas prouver. J'ai des déclarations sous serment de 3 employés de votre cabinet qui étaient présents lorsque vous avez menacé le père de Charlotte. J'ai des relevés bancaires montrant des paiements au juge Crawford. Et j'ai un télégramme du procureur général du Colorado exprimant un grand intérêt pour les pratiques commerciales de la famille Morrison. Le silence tomba. Le masque de Frederick s'effrita complètement. Le charmant mondain disparut, remplacé par quelque chose de froid et de désespéré. « Charlotte !» Il s'avança vers elle. « On peut arranger ça. Tout ce que tu veux. De l'argent, des terres. Je te céderai des propriétés au Colorado qui valent 2 fois ce ranch. Tu penses que c'est une question d'argent? Tout est une question d'argent. Non. » Charlotte s'approcha de lui. Certaines choses sont une question de principe, de justice, de protection des gens que l'on aime contre des prédateurs comme toi. L'amour. La lèvre de Frederick se retroussa. Tu penses que ce cow-boy t'aime? Il aime ton argent, ta position.
Enlève-lui ça et regarde à quelle vitesse il disparaît. Caleb bougea si vite que Charlotte ne le vit pas venir. Il attrapa Frederick par le col et le souleva du sol. J'aimais ma femme quand nous n'avions rien. J'aimais ma fille quand je ne pouvais pas la nourrir correctement. Et j'aime Charlotte pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle a. Sa voix était calme, mortelle. Maintenant, tu vas t'excuser auprès d'elle pour tout ce que tu as fait. Et ensuite, tu vas quitter le Texas et ne jamais revenir. Lâchez-moi. Tu t'excuses. Frederick regarda dans les yeux de Caleb et vit quelque chose qui l'effraya. Quelque chose que l'argent ne pouvait acheter et que le pouvoir ne pouvait contrôler. Je, je suis désolé. Plus fort. Je suis désolé. Je m'excuse. Caleb le reposa. Frederick recula en titubant, rajustant sa veste avec des mains tremblantes. Ce n'est pas fini, siffla-t-il. Si, ça l'est. James Fletcher s'avança. Monsieur Morrison, je vais vous donner un choix. Vous pouvez vous battre au tribunal, perdre et faire face à des accusations criminelles qui détruiront la réputation de votre famille et vous enverront très probablement en prison. Ou vous pouvez renoncer à toutes vos prétentions sur le ranch Thornton, présenter des excuses publiques et partir. Vous ne pouvez pas m'obliger. Je ne vous oblige à rien. Je vous offre une porte de sortie. Prenez-la ou non, mais choisissez maintenant. Frederick regarda Charlotte, Caleb, James Fletcher, avec sa sacoche pleine de preuves accablantes, et la foule de citadins qui s'étaient rassemblés, observant avec des yeux durs. Très bien, le mot sortit comme du poison. Donnez-moi les papiers. James sortit un document. Ceci libère toutes les prétentions, passées et présentes, que la famille Morrison a contre le ranch Thornton ou sa propriétaire actuelle. Il inclut également une clause interdisant toute action en justice future. Frederick attrapa le stylo et signa. Sa main tremblait de rage. Voilà. Êtes-vous satisfait? Presque. Charlotte prit le document signé. Maintenant, les excuses publiques. Charlotte, tu t'es tenue dans ce magasin il y a 3 semaines et tu as dit à Prudence Hartley que je fuyais un scandale. Tu as empoisonné cette ville contre moi avant que j'aie eu la chance de faire mes preuves. Tu as essayé de prendre tout ce que j'ai. Sa voix se durcit. Maintenant, tu vas te tenir devant ces gens et admettre la vérité. Frederick regarda la foule. Des éleveurs, des commerçants, les personnes même qu'il avait essayé de monter contre Charlotte. J'ai peut-être exagéré certains aspects de la vérité. Frederick, il déglutit. J'ai menti. Charlotte Bennett n'a rien fait de mal. Elle a rompu nos fiançailles parce qu'elle a découvert les pratiques commerciales de ma famille. Je suis venu ici pour la punir pour ça, pas pour poursuivre des revendications légales légitimes. Et le ranch Thornton appartient à Charlotte Bennett, légalement et de plein droit. Chaque mot semblait lui coûter. Ma famille n'a aucune prétention dessus. Merci. Charlotte plia le document signé. Maintenant, partez. Et si je vous revois un jour au Texas, je n'empêcherai pas Caleb de faire ce qu'il voudra. Frederick monta sur son cheval. Harrison Burke le suivit. Ils s'éloignèrent sans regarder en arrière. La foule les regarda partir. Puis, lentement, les acclamations commencèrent. « Tu l'as fait! » Lily sortit en courant de la maison du contremaître et se jeta dans les bras de Charlotte. « Tu as battu le méchant homme! » Charlotte rit, des larmes coulant sur son visage. « On l'a tous fait, ma chérie, ensemble. » Le docteur Walsh frappa l'épaule de Caleb. « C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. Tu as soulevé cet homme du sol. Il le méritait. » Certainement. Sam Tucker organisait déjà une célébration. « Les amis, ça mérite une fête. De la musique, de la danse et toute la limonade que vous pouvez boire. » Le reste de la journée passa dans un tourbillon de joie. Des gens que Charlotte connaissait à peine l'embrassèrent comme de la famille. Des femmes qui l'avaient snobé au magasin de Hartley s'excusèrent maintenant et l'accueillirent dans leur cercle. Des hommes serrèrent la main de Caleb et lui demandèrent un conseil sur l'élevage. Et pendant tout ce temps, Lily dansait. Cette petite fille qui avait pleuré pour du tissu dans un magasin général tourbillonnait maintenant sous le soleil d'été, son rire résonnant comme de la musique. Elle portait la robe jaune que Charlotte avait secrètement commandée à une couturière de San Antonio. La robe faite de ce coton de Charleston que Prudence Hartley avait refusé de vendre. « Tu as prévu ça? » dit Caleb en regardant sa fille. « J'ai peut-être envoyé un télégramme. »« Charlotte Bennett, vous êtes pleine de surprises. »
Vous n'avez encore rien vu. Il haussa un sourcil. Oh? James reste en ville quelques jours. Il a proposé de m'aider pour certaines affaires légales. Quel genre d'affaires légales? Charlotte prit sa main. Viens avec moi. Ils s'éloignèrent de la fête vers la ligne de clôture où la propriété Thornton rencontrait le vaste ciel du Texas. Le soleil se couchait, peignant tout en or. Caleb, j'ai réfléchi. C'est généralement dangereux. Elle sourit. À nous, à l'avenir, à ce que je veux. Et que veux-tu? Toi. Elle s'arrêta de marcher et se tourna pour lui faire face. Je veux toi et Lily et une vie ici. Une vraie vie, pas seulement un partenariat. Charlotte, laisse-moi finir. Je sais que c'est rapide. Je sais que nous ne nous connaissons que depuis un mois. Mais je sais aussi ce que je ressens et je sais ce que j'ai vu. Tu es le meilleur homme que j'ai jamais rencontré. Tu es tout ce que Frederick prétendait être et rien de ce qu'il était vraiment. Je ne suis qu'un cowboy. Tu es mon cowboy, si tu veux bien l'être. Caleb resta silencieux un long moment. Ses yeux gris étudièrent dans son visage, cherchant quelque chose. Je n'ai jamais pensé que je ressentirais ça à nouveau, dit-il finalement. Après la mort de Mary, je pensais que cette partie de ma vie était terminée. J'élèverais Lily, je travaillerais la terre, et ce serait suffisant. Et maintenant? Maintenant, je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Il prit ses deux mains. Charlotte, je n'ai ni argent, ni éducation, ni rien à t'offrir sauf mon cœur. C'est tout ce que je veux. Alors tu l'as, chaque morceau. Elle l'embrassa là dans la lumière déclinante, avec la fête derrière eux et tout l'avenir devant. Quand ils se séparèrent, Caleb souriait. Un vrai sourire, rare et précieux. Il y a encore une chose, dit Charlotte. Qu'est-ce que c'est? James n'est pas seulement ici pour aider avec les affaires légales. Il est aussi autorisé à célébrer des mariages dans l'État du Texas. Caleb la dévisagea. Charlotte, est-ce que tu... Je te demande de m'épouser, ce soir, devant toute la ville. Elle prit une profonde inspiration. Si tu veux bien de moi. Pendant d'un long moment, il ne parla pas. Le cœur de Charlotte battait la chamade. Puis il rit, un rire plein et sincère qui transforma son visage buriné. Tu me le demandes à moi? Il fallait bien que quelqu'un le fasse. Tu prenais trop de temps. Femme, je te connais depuis un mois. Et tu m'aimes, tu l'as dit toi-même. Je t'aime, plus que je ne le pensais possible. Alors épouse-moi ce soir, ne perdons pas un jour de plus. Il prit son visage entre ses mains rugueuses par le travail. Charlotte Bennett, tu es la femme la plus têtue, surprenante et impossible que j'aie jamais connue. C'est un oui? C'est un oui. Le mariage eut lieu au coucher du soleil. James Fletcher se tenait sur le porche de la maison du ranch, une Bible à la main. Charlotte portait son tailleur de voyage, la même robe bordeaux qu'elle portait le jour de son arrivée. Caleb portait ses meilleurs vêtements, ceux qu'il avait portés à la réunion de la ville, et Lily se tenait d'entre eux, tenant un bouquet de fleurs sauvages qu'elle avait cueillies elle-même. Chers amis, commença James, nous sommes réunis ici pour être témoins de l'union de Charlotte Bennett et Caleb Dawson. Toute la ville était là. Sam Tucker et sa femme, le Dr. Walsh et sa famille, les éleveurs que Charlotte avait aidés avec les droits sur l'eau, même des gens qu'elle ne reconnaissait pas, qui avaient entendu parler de ce qui s'était passé et voulaient faire partie de la célébration. Et à l'arrière, se tenant seul, se trouvait Prudence Hartley. Charlotte l'avait vue arriver, l'avait regardée hésiter au bord de la foule, incertaine si elle était la bienvenue. Une partie de Charlotte avait voulu la renvoyer, mais cette partie était petite et devenait de plus en plus petite chaque jour. Si quelqu'un connaît une raison pour laquelle ces deux personnes ne devraient pas être unies, continua James, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Silence. Un silence magnifique et approbateur. Alors, par le pouvoir qui m'est conféré par l'État du Texas, je vous déclare maintenant mari et femme. James sourit. Vous pouvez embrasser la mariée. Caleb l'embrassa, un baiser doux, tendre et plein de promesses. La foule explosa. Papa a épousé Mademoiselle Charlotte, cria Lily en sautant de joie. On est une famille maintenant. Charlotte s'agenouilla et serra Lily dans ses bras. On est une famille depuis le moment où je t'ai rencontrée, ma chérie. Vraiment? Vraiment. Et si tu veux, tu peux m'appeler maman, ou Charlotte, ou ce qui te semble juste. Lily y réfléchit. Puis, je peux t'appeler maman Charlotte? C'est parfait. La fête dura jusqu'à minuit.
Il y avait de la musique, de la danse et plus de nourriture que Charlotte n'en avait vu depuis son départ de Denver. Le docteur Walsh porta un toast. Sam Tucker raconta des histoires sur Samuel Thornton et tout le monde voulait féliciter les jeunes mariés. Mais le moment dont Charlotte se souvint le plus clairement vint plus tard, quand la foule s'était éclaircie et que la musique s'était adoucie. Prudence Hartley s'approcha. Madame Dawson. Elle utilisa le nouveau nom de Charlotte avec précaution. Puis-je vous parler? Charlotte hocha la tête. Caleb resta près d'elle observant. Je vous dois des excuses. La voix de Prudence était calme, dépouillée de sa supériorité habituelle. Je vous ai mal jugé dès votre arrivée. J'ai jugé M. Dawson et sa fille encore plus mal. Vous avez fait pleurer une petite fille pour du tissu. Je sais, les yeux de Prudence brillèrent. J'y pense depuis, à pourquoi je l'ai fait, au genre de personne que ça fait de moi. Et qu'avez-vous conclu? Que j'avais peur. Prudence détourna le regard. La famille de mon mari était pauvre. Quand nous nous sommes mariés, j'ai cru que j'avais échappé à cette vie pour toujours. Mais chaque fois que je voyais quelqu'un en difficulté, ça me rappelait d'où je venais et je détestais ça. Alors, j'ai repoussé ces gens. Vous les avez rabaissés. Oui, parce que s'ils étaient en dessous de moi, alors je n'avais pas à me souvenir que j'avais été l'une d'entre eux. Charlotte étudia le visage de la femme plus âgée. Vit la honte, le regret. Prudence, j'apprécie que vous disiez ça, mais la personne à qui vous devez vraiment vous excuser, c'est Lily et Caleb. Je sais, je le ferai, mais je voulais commencer par vous. Prudence fouilla dans son réticule et en sortit un petit paquet. C'est pour Lily, le coton de Charleston qu'elle voulait. Il y en a assez pour 2 robes. Charlotte prit le paquet. Pourquoi? Parce qu'elle le méritait. Parce que j'avais tort. Prudence redressa les épaules. Et parce que j'aimerais une seconde chance, si vous voulez bien me la donner. Charlotte y réfléchit à tout ce que cette femme avait fait, à la cruauté, au snobisme et à la douleur qu'elle avait causée. Mais elle pensa aussi à son propre parcours, à Frederick Morrison et à la personne qu'elle aurait pu devenir si elle était restée avec lui, au pouvoir de la rédemption. Parlez à Lily, dit-elle finalement. Si elle vous pardonne, je le ferai aussi. Prudence hocha la tête. Merci, c'est plus que ce que je mérite. Elle s'éloigna. Caleb vint se tenir à côté de Charlotte. Tu es plus gentille que je ne le serais. Elle essaye de changer. Ça doit compter pour quelque chose, non? Je pense que oui. Charlotte se pencha contre lui. Je pense que tout le monde mérite une chance de devenir meilleur qu'il ne l'était. Même Prudence Hartley. Même Frederick Morrison. N'exagérons rien. Il rit, ce rire rare et précieux que Charlotte apprenait déjà à chérir. Allez, Madame Dawson, il est tard et demain, nous avons un ranch à gérer. Ensemble. Toujours ensemble. 3 mois plus tard, Charlotte était assise sur le porche de la maison du ranch, regardant le soleil se lever sur la terre qui avait appartenu à son oncle et qui appartenait maintenant à sa famille. Caleb était déjà debout, travaillant avec les employés du ranch pour préparer la transhumance d'automne. Lily nourrissait son chat dans la grange, chantant la chanson que sa mère chantait. Elle s'était enfin souvenue de toutes les paroles. Tout avait changé et tout était exactement comme il se devait. James Fletcher était retourné à Denver, emportant la confession signée qui allait détruire l'empire de la famille Morrison. Le procureur général avait ouvert une enquête. Frederick faisait face à des accusations criminelles dans 3 États, et les familles que les Morrison avaient victimisées obtenaient enfin justice. Prudence Hartley avait tenu parole. Elle s'était excusée auprès de Lily, sincèrement et en larmes. Lily, avec la grâce infinie de l'enfance, lui avait pardonné sur le champ. Le tissu jaune avait été transformé en 2 magnifiques robes, une pour l'église et une pour les occasions spéciales. Et le père de Charlotte était venu en visite. Il était resté 2 semaines, apprenant à connaître Caleb et Lily, voyant la vie que sa fille construisait. En partant, il avait serré Caleb dans ses bras comme un fils. « Prends soin de ma fille, avait-il dit. « Je le ferai, monsieur, je le promets. » Maintenant, Charlotte posa sa main sur son ventre et sourit. Il y avait un autre secret qu'elle gardait, une autre joie qui attendait d'être révélée. « Maman Charlotte! » Lily arriva en courant de la grange. « Papa dit que tu peux venir voir le nouveau poulain. »« J'arrive tout de suite, ma chérie. » Elle se leva et se dirigea vers la grange, vers son mari, sa fille et la vie qu'elle n'avait jamais osé rêver. Autrefois,
Elle était Charlotte Bennett de Denver, riche, éduquée, piégée dans un monde qui valorisait l'argent plus que le caractère et le statut plus que l'amour. Maintenant, elle était Charlotte Dawson de Sunset Ridge, au Texas, épouse d'un cowboy qui n'avait rien d'autre que sa parole et son travail, mère d'une fillette de 7 ans qui lui avait appris ce qu'était la vraie joie. Elle avait tout ce qu'elle avait toujours voulu, et elle l'avait trouvé dans l'endroit le plus inattendu, avec les personnes les plus inattendues. Caleb leva les yeux à son approche. Ses yeux gris s'adoucirent, comme toujours quand il la voyait. « Bonjour, Madame Dawson. »« Bonjour, Monsieur Dawson. » Elle l'embrassa sur la joue. « Lily dit qu'il y a un nouveau poulain, né il y a environ 1 heure, en bonne santé et fort, comme ses propriétaires. » Il sourit. « Comme nous tous. » Lily tira la main de Charlotte. « Viens voir maman Charlotte. Elle est magnifique. » Charlotte se laissa entraîner dans la grange, dans la chaleur, l'odeur du foin et la simple merveille d'une nouvelle vie. Derrière elle, le soleil se levait sur le ranch qui portait son nom. Devant elle, son mari et sa fille attendaient, la joie dans les yeux. Et Charlotte Dawson, autrefois une étrangère dans un train, avec rien d'autre qu'un héritage et un cœur brisé, comprit enfin ce que signifiait être chez soi. Les gens qui s'étaient moqués du pauvre cow-boy et de sa fille avaient appris une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Ils avaient appris que le caractère ne se mesure pas à l'apparence, que la dignité n'a rien à voir avec la richesse, et que parfois, les personnes que la société rejette sont les plus riches de toutes. Caleb Dawson avait été moqué et humilié dans un magasin général. On l'avait traité d'indigent, de moins que rien, d'homme indigne d'attention. Mais il était resté fidèle à lui-même. Il avait aimé sa fille de tout son être. Il avait traité les autres avec gentillesse, même quand ils lui montraient de la cruauté. Et à la fin, il avait trouvé quelque chose de plus précieux que tout l'argent du monde. Il avait trouvé une femme qui voyait sa vraie valeur. Il avait trouvé une famille. Il avait trouvé un foyer. Parfois, les plus grandes victoires ne viennent pas de prouver aux autres qu'ils ont tort, mais d'avoir le courage de rester fidèle à qui l'on est, jusqu'à ce que la bonne personne arrive et reconnaisse notre vraie valeur. Caleb Dawson avait ce courage et Charlotte Bennett avait la sagesse de le voir. Leur histoire n'était pas seulement une question de vengeance ou de réhabilitation. C'était une histoire de seconde chance, de trouver l'amour dans des endroits inattendus, de construire une famille non par le sang, mais par le choix. C'était une histoire sur la simple vérité que la richesse ne se mesure pas en or, mais en amour. Et à cette mesure, Caleb et Charlotte Dawson étaient les personnes les plus riches de tout le Texas.